Même quand tu dis que tu vas lancer quelque chose, tu vois, les gens ils sont hype derrière et tout. Ça veut Ils disent, rien ouais, dire. Ça, c'est génial un truc et que tout. j'ai appris, ça veut Trop rien bien. dire du tout. Les Ouais, nombres de c'est gens clair. qui m'ont dit ouais, ça sort quand, j'achète. Au Et final, c'est en ils achètent ligne. pas. Donc toi, t'es Ouais. sur YouTube, t'as le podcast, t'as Instagram, mais bon, je sais que c'est pas ta priorité absolue, c'est surtout Ouais, je fais des efforts, je fais des réels maintenant. Ouais, c'est vrai. Je sais qu'il faut que je poste, tu vois. Mais par contre, je suis pas là en train de me dire, j'ai la flemme de faire Instagram, je préfère YouTube donc je vais pas faire Instagram. Non, en fait, tu fermes ta gueule, tu fais Instagram parce que c'est comme ça que ça marche en fait. On m'a demandé ce que tu pensais un peu du powerlifting game français. Il y en a qui vont se chercher ça comme des excuses. Et après, ils vont pleurer, ils vont se dire oui, j'étais pas dans les bonnes conditions, le matos était. En fait, on s'en bat les couilles en fait. Tout le monde était dans la même compétition le jour J. Donc, ce qui fait la différence, c'est qui avait le mindset et qui a pu performer au meilleur de ses capacités avec les circonstances du jour J. Tu vois. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisque c'est moi qui me retrouve dans le rôle de l'invité. Vous m'avez bien entendu, j'ai été invité il y a quelques semaines, quelques mois même déjà, sur le podcast de Noah qui est un jeune créateur de contenu qui fait aussi du street lifting. Je vous invite à aller faire un tour et cet épisode était tellement bon, j'ai tellement kiffé la conversation avec Noah que j'ai jugé bon de vous le proposer également sur ce podcast. On a parlé comment j'ai créé ma marque de vêtements Les Forceux et de mon expérience dans l'industrie du textile. Je pense que ça peut être bon pour tous ceux qui sont éventuellement créateurs de contenu et qui penseraient lancer une marque de vêtements ou qui sont tout simplement intéressés par l'entrepreneuriat de près ou de loin. Il y a des très bonnes leçons à retirer de ce début d'expérience puisque c'est tout jeune, en tout cas mon expérience là-dedans. On a aussi beaucoup parlé réseaux sociaux, comment grossir sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme YouTube et Instagram surtout, et enfin powerlifting bien évidemment, et surtout pourquoi je vous encourage vivement à commencer la compétition et ce le plus tôt possible. Je pense qu'il y a énormément de valeurs et de tips à retirer de cet épisode, surtout pour ceux qui sont coachs et qui veulent éventuellement développer leur propre marque, que ce soit lancer un produit ou leur propre marque personnelle sur les réseaux sociaux. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Je vous encourage vivement à aller soutenir Noah, à aller checker son podcast Focus et ses réseaux sociaux, surtout sur Instagram, puisque vraiment ce qu'il fait pour son âge c'est super impressionnant. Je lui dis d'ailleurs dans l'épisode et je pense qu'il aura plein de bonnes choses à suivre pour la suite. Mais avant de vous laisser place à ma conversation avec Noah, il faut que je vous parle de Gymkey, bien sûr. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Si vous suivez le podcast déjà depuis un moment, vous savez déjà tout ce qu'ils peuvent faire pour vous. Créer des programmes très facilement, que ce soit en nutrition ou à l'entraînement. Depuis leur plateforme, c'est très simple d'accès, je l'ai moi-même essayé. Ils ont des tutoriels clés en main à chaque étape. Vous ne serez jamais perdu, même si vous ne connaissez rien à tout ce qui est technologie, plateforme, site web, logiciel. Ne vous en faites pas, tout est très simple. Vous allez pouvoir en quelques clics avoir votre propre application. Vous m'avez bien entendu, votre propre application. Vos coachés pourront recevoir leur programme sur leur téléphone en quelques clics. Et si vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, ne vous en faites pas. Vous cliquez sur le lien en description. Il y a 14 jours d'essai gratuit, sans engagement. Vous pouvez tout essayer, toutes les fonctionnalités pendant 14 jours. Et si après, ça vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner. Mais je suis sûr que ça va pas être le cas, puisque essayer Gymkey, c'est l'adopter. Et si vous passez par ce lien, après vos 14 jours d'essai, vous avez moins 50% sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% sur votre premier mois d'abonnement. Merci à Gymkey de sponsoriser cet épisode. Du coup Hugo, merci d'être aujourd'hui sur le podcast, ça fait trop plaisir de te recevoir en tout cas. On a plein de choses en vrai à dire aujourd'hui de très intéressantes. Alors comme je te le disais tout à l'heure en off, j'ai pris et des questions de ma part du coup que j'ai préparé à l'avance et des questions des abonnés sur Instagram parce que un peu plus tôt dans la semaine j'ai mis, pour les personnes qui me suivent pas forcément sur Insta, j'ai mis une sorte de boîte à questions où je vous ai demandé en fait de poser des questions à Hugo du coup. Et il y a un peu tous les thèmes, et donc du coup, on va tranquillement aborder ça. C'est pour ça qu'il faut suivre Noah sur Insta, les gars. Voilà. Si vous ne suivez pas, vous n'avez pas pu poser votre question, c'est comme ça. Écoutez Hugo, il donne des bons arguments. Yes. En vrai, en premier temps, je pense qu'on pourrait parler des forceux, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, clairement. Limite, on pourrait faire un épisode entier. Mais parler déjà un peu de la création en vrai. Genre comment t'es venu déjà l'idée de base de créer Les Forceux, de créer la marque Les Forceux. Et d'ailleurs si tu pourrais un peu introduire ce que c'est brièvement pour les personnes qui connaissent pas sur le podcast la marque du coup.
Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, les Forceux, c'est ma marque de vêtements que j'ai créée il y a à peu près 1 an, il me semble. L'idée, c'était de créer une marque qui... Alors moi, j'ai toujours été un peu... j'ai eu quelques expériences dans la mode, j'ai toujours été un peu passionné sur le côté, en plus de tout ce que je fais, mais je m'étais jamais vraiment dit que je voulais créer une marque de vêtements. De base, ça devait même pas être une marque de vêtements, ça devait être une marque de chaussettes. Pourquoi une marque de chaussettes? Parce que ceux qui me connaissent pas peut-être le découvrent. Je fais de la force athlétique, du powerlifting, et donc nous, quand on fait des compétitions, du coup sur le squat, le bench et le soulevé de terre. Et au soulevé de terre, on doit porter des chaussettes mi-longues, des chaussettes hautes. Donc elles sont hautes, mais pas autant que des chaussettes de foot, pardon. Mais elles sont pas aussi basses que les chaussettes que vous pouvez avoir pour, par exemple, les Nike Everyday que tout le monde un peu porte. Je vois, c'est entre les deux. C'est comme des hauteurs de chaussettes de ski. Et malheureusement, dans cette gamme-là, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de choix. Et les powerlifters aiment bien porter des petits trucs un peu comme les Happy Socks. Je sais pas si tu connais cette marque, mais des petites chaussettes avec des emblèmes, soit un petit peu animés, soit des petits trucs marrants, genre des donuts, des cookies. Okay, des petites chaussettes un peu colorées, quoi, bariolées. Et en fait, il n'y avait pas ça pour nous. En fait, il y avait ce genre de chaussettes, ça existait, mais elles étaient trop courtes. Et les chaussettes qui étaient hautes, c'était soit trop hautes, soit elles étaient du coup couleur unie. Il n'y avait vraiment pas du tout ce que je recherchais et ce que je pense d'autres powerlifters cherchaient. Donc en fait, j'ai commencé dans l'industrie du textile, entre guillemets, parce que j'ai vu un besoin, ou en tout cas, moi, j'avais un besoin, et je pense d'autres powerlifters aussi, qui n'était pas rempli, en fait. Donc j'ai commencé à chercher comme ça, et c'était pendant le Covid. Et en fait, le truc, c'est que pendant le Covid, en fait, toutes les usines, moi je voulais fabriquer en France pour avoir un contrôle sur la production. Toutes les usines étaient soit pas en capacité de produire, soit elles avaient tellement de retard sur les commandes des clients qu'elles avaient déjà qu'elles n'acceptaient pas de nouveaux clients. Et en plus, quand tu commences, c'est compliqué parce que tu as une idée, mais tu n'as pas encore de site web, tu n'as pas d'idée de combien de commandes tu vas faire, etc. Donc les marques, elles te prennent pas trop au sérieux. Et même toi, tu es un peu embarrassé parce que tu dis, alors j'ai cette idée-là, mais j'ai pas encore de logo, t'es un peu, ça se voit que tu n'es pas sérieux, quoi. Donc du coup ça pouvait pas se faire dans le sens où les marques me disaient non, enfin les manufacturers, enfin les usines, pardon, je commence déjà avec mon anglicisme, je reviens de Birmingham, désolé. Donc je me suis dit mais c'est trop bête, en fait t'es dans une situation où il faut je commençais à avoir une toute petite audience, que je voulais commencer aussi un petit peu à monétiser ça, donc je me suis dit mais en fait t'as l'idée, t'as le temps, parce que c'était le Covid, mais donc en fait, pourquoi tu te limites aux chaussettes? Commence à faire des t-shirts et des hoodies, parce que ça, c'était plus accessible, et fais les chaussettes quand tu pourras, plutôt que de rien faire et d'attendre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire la première collection, à lancer le premier drop de t-shirts et des hoodies. Par contre, je voulais pas que ça fasse merch, en fait. Au début, ça devait s'appeler Power Socks, mais ça pouvait plus s'appeler Power Socks si on faisait que des hoodies et des t-shirts. Donc c'est là où l'idée des Forceux est née, parce que, et désolé d'être un peu long là-dessus, mais je voulais pas acheter ce t-shirt de youtubeur pour me soutenir. C'était pas ça l'idée. Si je crée une marque de vêtements, je devais le faire à fond. Ça devait pas être du merch, ça devait être quelque chose qui soit indépendant de moi. L'idée, c'est que les gens sachent pas forcément que ça vient de moi. Donc forcément, au début, les gens savent que c'est moi, parce que c'est moi qui fais tout derrière, et c'est moi qui met en avant le produit. Mais l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui me dépasse dès le début, de construire quelque chose qui puisse un jour me dépasser. Et donc du coup, je me suis dit, il faut qu'on ait une mission. Je peux pas créer un t-shirt, il faut qu'on ait une raison d'exister. Et moi, je m'étais toujours, j'en ai parlé un petit peu dans les podcasts, dans une vidéo un réel que j'ai fait, mais j'ai toujours eu ce besoin de communauté, dans le sens où je voyais sur Instagram d'autres powerlifters qui étaient dans des salles où ils étaient encouragés, ils avaient plusieurs personnes qui les motivaient, ils étaient à plusieurs, ils avaient tout un groupe, toute cette émulation collective que moi j'avais pas en étant tout seul dans mon fitness park à m'entraîner, tu vois. Et je me suis dit, putain, les gens, quand ils voient mes vidéos, ils retrouvent ce sentiment-là. Ils se disent, ouais, c'est cool, tes vidéos, elles me motivent à l'entraînement et tout. Mais moi-même, j'avais pas cet élan de motivation, ce petit boost en plus. Parfois, quand t'as des journées un petit peu difficiles où t'as la flemme d'aller à la salle, tu te dis, ouais, je suis un mec discipliné et tout. Mais parfois, t'as besoin de ce petit coup de boost que les gens qui sont dans cette communauté, enfin, qui ont la chance d'avoir une salle avec cette communauté, peuvent avoir, parce qu'ils savent que quand ils vont aller à la salle, ils vont retrouver tous leurs potes et tout. Je me dis, moi, j'aimerais bien être cette source de communauté ou ce besoin de motivation supplémentaire pour les autres. Et comme je peux pas fournir une vidéo tous les jours parce que c'est pas possible pour motiver les gens, il faut que je trouve autre chose que les gens puissent porter et regarder surtout. Et quand ils regardent ce truc-là, ils se disent, putain, ok, je vais faire cet effort en plus, ce petit coup de boost en plus de motivation qui va me motiver à atteindre mes objectifs. C'est comme ça que les Forceux est né, parce que pour moi, un forceux, c'est pas quelqu'un qui fait juste de la force athlétique, c'est quelqu'un qui a un objectif et qui va tout faire
pour l'atteindre. Et donc je me suis dit, voilà un truc que là tu peux mettre sur un t-shirt, parce que mon but c'est que quand les gens portent ce t-shirt et se regardent dans la glace, à ce moment de doute, ils peuvent se dire, putain en fait non, je suis pas le mec qui va give up, je suis pas le mec qui va skip ma séance, je suis pas le mec qui va manger la tablette de chocolat, je suis un putain de forceux, et c'est moi, et je vais faire cet effort en plus qui va me rapprocher, même si c'est qu'un petit pas, de mon objectif tous les jours. Donc voilà l'idée des forceux, c'est comme ça que je veux que chaque produit soit reflété. C'est un produit que quand vous le regardez, quand vous le mettez, vous sentez ce petit boost de motivation qui peut vous manquer parfois et qui va vous amener chaque jour un petit peu plus de votre objectif. Donc c'est comme ça un petit peu, réponse longue à une question courte, que la marque est née en fait. Ok, d'accord. Ouais, bah en vrai, ultra intéressant. Bah, déjà, le truc de... À la base, tu partais pas du tout pour ça. Et au final, ça a dérivé en fait. Mais pour une bonne cause, entre guillemets. Donc c'est vraiment pas mal. Et j'aimerais revenir... Et on a quand même fait les chaussettes. On a quand même les chaussettes qui sont dispo du coup finalement. C'est copié, mais on a sorti les premières chaussettes de soulevé de terre. Donc comme quoi. Ouais, récemment justement. Et je voulais revenir un petit peu. Donc tu disais que tu avais déjà travaillé dans la mode précédemment. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup? Et est-ce que il y a des compétences dans ton passé avec ça qui t'ont aidé justement pour la marque? Alors du coup j'ai eu 2 expériences dans ma tête, j'en avais qu'une mais en fait maintenant tu me fais réfléchir, j'en ai eu 2. La première c'était chez Primark. Attention, les gens vont se dire ouais il dit qu'il travaille dans la mode, il a bossé chez Primark, c'était mon premier petit job d'étudiant. Donc Primark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le low cost du low cost, hein. Enfin je sais pas s'il y en a qui connaissent pas, mais c'est très connu à l'étranger et il y en a quelques-uns en France maintenant, mais c'est du trouver un équivalent, H&M encore moins cher, hyper grand, hyper dans les plus gros malls, vous avez ça. Donc c'est du low cost de chez low cost. Et j'ai bossé en vente pendant 1 mois et demi là-bas, et donc ils appellent ça vente, mais en vrai t'es juste là à plier les rayons et à faire en sorte qu'ils soient organisés parce que les gens foutent le bordel pour trouver des tailles, des trucs, et c'est le bordel. Et j'ai bossé du coup pendant un stage aussi pendant 3 mois cette fois chez Hermès, donc rien à voir, je suis passé du low cost de chez low cost au luxe de chez luxe, et là aussi en vente mais sur des produits beaucoup plus haut de gamme. Est-ce qu'il y a des skills que j'ai développés? Pas trop, dans le sens où j'étais vraiment sur ce qu'eux ils appellent le floor, donc c'est vraiment t'es au contact client à vendre le produit, mais j'étais pas du tout impliqué dans le marketing ou dans le sourcing produit, donc chercher la fabrication produit, le textile, discuter avec les producteurs, les usines, etc., qui sont les skills dont j'ai besoin le plus aujourd'hui pour créer les forceux, marketing et sourcing. Mais par contre ça m'a appris comment raconter l'histoire du produit à un client, surtout chez Hermès. Chez Primark pas du tout, c'était vraiment le bordel, mais chez Hermès en fait on était vraiment sur Hermès. C'est très particulier parce que et tu me dis si ça intéresse personne dans ton audience, hein, parce que je pense que les gens sont plus là pour parler petit peu muscu et tout, mais comme tu as posé la question, je peux aller aussi deep que t'en as besoin, mais si tu veux qu'on passe à autre chose tu me dis. Mais en gros la Hermès par rapport aux autres maisons de luxe comme Louis Vuitton ou Chanel ou autres, c'est que eux ils sont pas du tout à fond dans le marketing, dans le sens où Louis Vuitton par exemple va sortir des collections tous les 6 mois et va essayer de vendre beaucoup à de la clientèle asiatique, et quitte à sacrifier un petit peu leur histoire française pour plaire à la tendance et au marché. Alors moi ça fait 2-3 ans, peut-être que ça a changé maintenant, mais c'était un peu ça, c'était la concu dans la vente, alors que chez Hermès c'est vraiment encore resté dans familial, c'est toujours des gens de la famille Hermès qui gèrent un peu ça, et ils sont toujours dans l'idée des valeurs fortes de la maison de couture en fait. Ils sont pas du tout dans les trends que les autres maisons de luxe font. C'est toujours une maison familiale de couture, et donc du coup eux ils sont très dans le storytelling et dans l'histoire du produit. Et je travaillais surtout à la parfumerie, où la parfumerie c'est pas un produit tangible, dans le sens où quand vous essayez un t-shirt ou un sac ou une paire de chaussures ou un bracelet, vous pouvez le toucher, vous pouvez le sentir, vous avez beaucoup plus de sens ou d'émotions sur lesquelles vous pouvez jouer, alors que le parfum c'est plus à l'odeur. Il y a une bouteille, voilà, elle est ce qu'elle est, un flacon, et en fait tout va se jouer sur comment vous racontez l'histoire, comment vous faites sentir, c'est le cas de le dire, la personne qui essaye le parfum. Et donc ils insistaient vraiment sur l'idée de raconter des histoires en même temps qu'on parle du produit. Et ça je pense que c'est un truc qui m'est resté inconsciemment. Tu me fais me réfléchir en même temps en me posant la question, parce que quand je crée des pièces, les forceux, et j'en ai pas fait énormément, j'ai dû faire 3 drops, je suis sur le 4e là qui se prépare, je veux que chaque pièce raconte une histoire et une raison d'être. Je veux pas faire un t-shirt juste pour faire un t-shirt, ça m'intéresse pas. Je veux faire un t-shirt qui raconte une histoire et que les gens qui achètent ce t-shirt et le portent se l'approprient et peut-être viennent aussi agrémenter cette histoire de leurs petites anecdotes. Donc ce côté storytelling, je dirais que je l'ai inconsciemment appris chez Hermès, et j'essaie aujourd'hui de le retranscrire dans ma marque de vêtements aussi.
Donc c'est le skill, je dirais, que j'ai appris en faisant ces expériences-là. Ok, d'accord. En vrai, super intéressant. Et non, t'inquiète, je pense que ça peut clairement intéresser du monde, tout ça, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées en général par l'entrepreneuriat et qui écoutent le podcast. Et du coup, genre, justement, ce truc de créer une marque, etc., solo, parce que pour le coup, si je me trompe pas, sur les forceux, t'es quasiment solo. Enfin, peut-être que tu fais appel à des gens, par exemple, pour les photos et tout. Non, je sais pas. Non, non, ma mère qui prend les photos. Ah, okay. C'est moi devant, c'est moi qui setup la caméra. Et les photos que vous voyez sur le site, c'est ma mère qui prend les photos quand c'est moi devant. Et alors, c'est vraiment les behind the scenes de la marque. Et quand c'est d'autres personnes, c'est moi-même qui prends les photos. Ok. Du coup, bah, c'est donc vraiment tout solo, quoi. C'est vraiment homemade. C'est family owned business. Ouais. Ah bah c'est ouf. Mais ouais, clairement, c'est quelque chose... Enfin, je veux dire, ok, peut-être que ton métier précédemment, tu l'as dit, il y a des skills que tu as récupérés, etc. Mais c'est comme tout dans l'entrepreneuriat quasiment, c'est surtout sur le tas que tu apprends, je pense. Et du coup, ça a quand même dû être très stressant de lancer le truc. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu. Alors peut-être que, par exemple, le premier drop était, entre guillemets, moins stressant parce qu'il y avait peut-être moins d'enjeux que, par exemple, le second ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, à ce niveau-là. Non, je dirais que le premier drop était le plus stressant parce que, en fait, c'était la première fois que je vendais quelque chose, en fait. Parce que avant, quand vous publiez une vidéo, alors bien sûr, ça peut être stressant parce que t'as peur de passer pour un bouffon, t'es pas sûr de toi, etc. Bon, une fois que t'as appris à t'en foutre du regard des autres, ça c'est fini. Mais en fait, quand vous mettez quelque chose que vous avez produit, alors évidemment, c'est pas moi qui ai tricoté les t-shirts, mais quand vous mettez quelque chose public devant les gens et que il y a un bouton acheter, en fait c'est là où vous voyez si les gens vous soutiennent ou pas, parce que mettre un like, un commentaire, c'est gratuit, donc ça coûte rien, ça prend 5 secondes, mais faire sortir la carte de crédit aux gens, c'est là où vous voyez vraiment si vous êtes capable de produire de la vraie valeur pour les gens au point qu'ils puissent sortir de l'argent qu'ils ont dûment gagné, parce que les gens travaillent, les gens ont d'autres choses à faire aussi. S'ils dépensent de l'argent avec vous, enfin de l'argent sur vos produits, c'est de l'argent qu'ils dépensent pas ailleurs. Donc j'en suis très conscient de ça, et là c'était la première fois où vraiment je m'exposais là-dessus. Du coup c'était vraiment la pression de me dire voilà, pour une fois là tu vas vraiment voir si les gens sont prêts à payer pour ce que tu fais, quoi. Et d'un autre côté c'était pas vraiment la pression, parce que il me semble que pour le premier drop j'avais fait des précommandes, donc dans le sens où je dépensais pas vraiment d'argent, je risquais pas de faire vraiment de perte, dans le sens où c'était des précommandes, donc j'allais pas me retrouver avec du stock que j'avais pas à vendre. Donc c'était un peu rassurant, et c'est un truc que je conseille d'ailleurs à tout le monde s'il y a des gens qui veulent commencer à lancer leur premier business. Ça peut être des fringues ou ça peut être autre chose. Le système de précommande est très bien fait, dans le sens où, alors évidemment j'avais quand même avancé un petit peu de frais de création, d'échantillons, etc. Mais ça limite grandement la casse en fait. Donc c'est quelque chose que je conseille et qui a atténué un petit peu ce stress, mais c'était ça en fait, je pense le plus gros stress du premier drop. Maintenant ça va, j'ai lancé un produit digital aussi qui a plutôt bien marché, le template, et puis en fait tu prends en confiance, et à chaque fois que tu fais, et surtout le retour des gens, en fait, quand tu reçois le commentaire des gens qui sont super contents, qui repostent tes fringues en story et tout, c'est ça qui fait plaisir en fait. C'est là que tu te dis en fait il n'y a pas à avoir honte, tu fais des beaux produits, les gens les kiffent, donc tout est cool, quoi. Ouais, clairement. Mais comme tu l'as dit, ouais, en fait, genre, t'as beau avoir des likes et tout sur les réseaux, des messages des gens, et même quand tu dis que tu vas lancer un produit, même quand tu dis que tu vas lancer quelque chose, tu vois, les gens ils sont hype derrière et tout. Ça veut ils disent, rien ouais, dire. Génial, ça, c'est un truc que j'ai appris, ça veut rien dire du tout. Les nombres de gens qui m'ont dit, ouais, ça sort quand, j'achète. Au final c'est en ligne. Pas. Alors là, ça c'est un truc, c'est une leçon qu'on apprend, mais je pense dès la première fois que vous vendez un truc, mais ça c'est tout de suite. Et là aussi, par contre, vous voyez les gens qui vraiment, j'allais dire vous soutiennent, mais même pas vous soutiennent, ouais, si, vous vraiment aiment ce que vous faites. Parce que ces gens-là, vous les voyez dans les commentaires, et puis après vous les revoyez dans les commandes. Et les noms, vous inquiétez pas, toutes les premières personnes qui m'ont commandé, je connais les noms par cœur, et je les reconnais sur Instagram, et eux, je sais que c'est des vrais. Donc là, vous voyez vraiment qui vous soutient, quoi. Ouais, c'est clair. Mais tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que les produits digitaux, les gens ont quand même plus tendance à dépenser plus facilement, entre guillemets, dans un produit digital. Donc par exemple, comme tu as sorti récemment un template, un programme, un e-book, quelque chose comme ça, plutôt qu'un produit physique.
Alors, effectivement, mon template, donc s'il y a des gens qui ne savent pas trop de quoi on parle, mon but sur YouTube, c'est d'aider les gens à pouvoir se coacher eux-mêmes en force athlétique. Et donc, du coup, j'ai sorti un petit template Excel qui permet d'automatiser pas mal de choses pour les gens qui veulent faire leur programme. Et effectivement, ça a très très bien marché, beaucoup mieux que... Pardon, c'est l'eau gazeuse de la Sampé qui remonte, que la marque de vêtements. Mais dans le sens où je ne sais pas si on peut vraiment comparer les deux, dans le sens où... en fait, j'ai sorti un template qui coûte 20 €, tu vois. Si j'avais sorti une formation à 1000 balles, est-ce qu'elle se serait vendue plus facilement qu'une paire de chaussettes, tu vois? Je sais pas. Je sais pas. Donc, en fait, je pense que tout dépend de la valeur que tu apportes aux gens. Et je pense qu'en fait, c'est plus, entre guillemets, facile d'apporter énormément de valeur à quelqu'un sur un produit digital qui répond à un vrai besoin que sur un t-shirt ou une paire de chaussettes. Parce que à la fin du fin, le besoin primaire auquel tu réponds, c'est sur un t-shirt, c'est ok, il me faut un t-shirt pour m'habiller. Mais tout le monde a déjà des t-shirts. Donc en fait, ta vraie valeur ajoutée, c'est ta marque, 100% dans le textile. Me faites pas croire qu'aujourd'hui, un t-shirt de, je sais pas quelle marque, Uniqlo est 100 fois meilleur qu'un t-shirt Hermès, c'est pas vrai. Au bout d'un moment, le prix, il y a 100 €, il y a 100 fois la différence, mais la qualité, il n'y a pas 100 fois la différence. Donc qu'est-ce qui fait la marque, qu'est-ce qui fait l'écart de prix, enfin qu'est-ce qui justifie le prix, entre guillemets, c'est l'image de marque que vous achetez en achetant ce t-shirt. Donc en fait, là, c'est beaucoup plus dur d'apporter énormément de valeur. Surtout c'est des marques récentes. Nike, ils peuvent se permettre, par exemple, parce qu'ils ont 100 ans enfin je dis pas 100 ans, mais 20, 30 ans, ça fait combien de temps que Nike ça existe, d'histoire à raconter. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre maintenant de sortir des t-shirts noirs avec juste un petit logo virgule et te facturer ça à 30, 40 balles, tu vois. Ouais. Alors que des petites marques récentes, et bah effectivement, l'image de marque, elle est en pleine construction. Donc, il faut en faire 10 fois plus. Toujours pareil, de toute façon, quand tu commences, il faut en faire 10 fois plus que ceux qui sont déjà en place. Donc, c'est pour ça, entre guillemets, que c'est peut-être beaucoup plus dur de faire percevoir la valeur que tu apportes et aussi t'es limité sur un t-shirt, par exemple, au prix que tu vas mettre. Genre, personne ne va acheter un t-shirt à 150 balles. Enfin, en tout cas, des gens normaux qui sont pas riches, qui s'achètent pas du Balenciaga, du Gucci, etc. Tu vas pas acheter un t-shirt pour tout le monde. Je pense que 150 balles pour un t-shirt, c'est un prix exorbitant, tu vois. Donc, t'es quand même limité au prix que les gens perçoivent sur un certain produit. Je veux dire, on est tous d'accord à peu près sur le prix qu'un jean devrait coûter, un t-shirt devrait coûter, etc. Alors qu'un produit digital comme une formation, tout dépend de qui l'a fait, de la valeur que tu apportes aux gens, etc. Donc, c'est plus simple, je dirais. Ok, je vois. Ouais, bah en vrai, hyper intéressant. Bien sûr, je pense qu'il y a ce truc de tarif aussi. Bah, comme tu l'as dit, si tu compares par exemple, je sais pas, genre un t-shirt et une formation à 1000 balles, bah tant que le t-shirt il va rester dans des marges raisonnables, je pense que tu pourrais avoir plus de commandes sur le t-shirt que la formation. Après, c'est vrai que tu peux caser plus de valeur dans un produit digital, donc au final, c'est sûrement pour ça que ça fonctionne mieux. Et puis surtout, le produit digital, il va, je pense, plus répondre à un besoin. Enfin, je dis pas que le t-shirt répond pas à un besoin non plus, mais comme tu l'as dit, c'est surtout le besoin primaire, s'habiller, et puis après, genre, si tu trouves le design stylé, etc., c'est aussi pour toi, parce que tu kiffes. Après, c'est dans l'hypothèse que tout est bien fait, dans le sens où, tu vois, le t-shirt est bien fait, le produit digital répond à un besoin. T'as des gens qui vont te sortir un e-book ou un truc qui répond à aucun besoin, dont tout le monde s'en fout, tu vois. Donc, je préfère dépenser 20 €, 30 € dans un beau t-shirt que 20 €, 30 € dans un e-book qui me sert à rien, tu vois. Donc ça part du postulat que tu as quand même un truc qui apporte, en tout cas qui apprend un truc à la personne qui l'achète ou qui apporte de la valeur à quelqu'un, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, et pour terminer un petit peu sur le sujet des forceux aussi, où est-ce que tu aimerais emmener la marque ? Imaginons, si là je te dis, même si c'est une question, je t'avoue, elle est un peu vague, dans 2 ans, où est-ce que tu vois la marque déjà ? Et où est-ce que tu t'aimerais l'amener à très très long terme ? Alors, je vais pas te mentir, c'est un truc que j'ai appris à mes dépens, c'est que en fait la marque, ça peut pas être ma priorité dans le sens où je fais déjà trop de trucs. J'ai ma chaîne YouTube principale, j'ai mon podcast et j'ai la marque de vêtements. Et la priorité, c'est un peu dans cet ordre-là. Et je sais que je me tire une balle des pieds déjà en ayant 3 trucs. Tu vois, je devrais en avoir qu'un. Idéalement, je devrais avoir que ma chaîne YouTube et faire que ça. Et en fait, je m'auto-ralentis en ayant plusieurs trucs, mais j'y peux rien, j'ai besoin de j'ai besoin de tout faire. Mais entre guillemets, de ces 2 trucs-là, la marque de vêtements, c'est moi ma priorité, dans le sens où, en fait, la marque de vêtements, elle peut survivre que si j'ai de l'argent à injecter dedans pour créer, essayer des échantillons, trouver
me permettre de me planter aussi, de vraiment trouver des produits de qualité que moi j'aimerais porter et que les gens aimeraient porter. Et pour avoir cet argent à investir dessus, maintenant que je suis à plein temps sur YouTube et sur le podcast et que j'ai plus l'argent que je gagnais avant en bossant, et ben, il faut que je puisse dégager un revenu assez conséquent déjà pour subvenir à mes besoins personnels et en plus pour investir dans la marque de vêtements. Et donc pour l'instant c'est largement pas le cas, et donc du coup sur 2 ans en fait la marque de vêtements je voudrais qu'elle devienne quelque chose de vraiment périodique, d'avoir des trucs sur le site pour les gens qui veulent commander un peu tout le temps, mais vraiment des trucs en condition vraiment en édition très limitée et exclusif aux gens qui sont vraiment le cœur de ma communauté. Je veux pas avoir un truc qui soit accessible à tout le monde. Donc après j'ai plusieurs projets que je peux pas encore dévoiler maintenant, que je prépare pour la fin d'année, où vraiment je vais essayer de solidifier cette communauté que je suis en train de créer sur YouTube, tous les gens qui veulent se coacher eux-mêmes et qui ont acheté le template, etc. Il y a plein de trucs qui vont arriver parce que je veux aller loin là-dessus. Et sur le long terme, je veux que la majorité des produits qui existent sur les forceux soient réservés aux personnes qui font partie de cette communauté pour, comme je t'ai dit, pour moi, ce qui est important, c'est créer cet aspect de communauté et que les gens puissent aussi représenter, qu'ils soient fiers de faire partie de cette communauté, qu'ils aient des objets pour s'identifier entre eux et pouvoir dire ouais putain moi je fais partie de ce truc là, c'est cool, tu vois. Donc sur le long terme je veux vraiment que cette marque devienne pas 100% exclusive mais quasiment aux gens qui feront partie de cette communauté et que ce soit un bien pour nous de s'identifier entre nous, de se reconnaître et qui nous fédère encore un peu plus. Donc je peux pas, c'est un peu cryptique parce que j'ai pas encore sorti la pièce principale de ce projet, mais en fin d'année les gens comprendront si tout se passe bien. Ok, je vois. Mais en vrai, du coup c'est original parce que c'est vrai que quand t'écoutes d'autres personnes qui créent des marques, des choses comme ça, etc. En général, l'ambition c'est toujours faire plus grossir le truc. Après, voilà, je sais que dans ce que t'expliques là, c'est pas non plus une stagnation, au contraire, tu vois. Ah oui, le but c'est de faire plus de ventes à chaque fois, upgrade la qualité et tout, mais il y en a, tu vois, genre leur ambition c'est vraiment que ça devienne un truc énorme, etc. Et toi pour le coup ce serait plus du coup focus sur la croissance sur YouTube avec le podcast et à côté sortir de temps en temps des pièces, quoi. Oui, parce qu'il faut pas s'égarer en fait. Je suis pas un créateur de marque de vêtements, je suis avant tout un créateur de vidéos en fait. Il faut pas oublier, et je regarde assez de podcasts comme ça, de créateurs qui le rappellent, c'est que en fait tout ce que t'as, et encore, je trouve le mec dit ça, il a 4000 abonnés sur YouTube, tu vois, découle des gens qui découvrent tes vidéos et suivent tes vidéos. Si tu arrêtes ça, t'as plus rien en fait. Plus personne va découvrir ta marque Les Forceux, plus personne va s'intéresser, etc. Donc faut pas oublier d'où tu viens. Et donc je suis très conscient de ça, et je suis très conscient de où doit aller, pardon, la santé encore, ma priorité. Ok. Donc je veux pas, si la marque de vêtements arrive à un point où ça commence à m'empêcher de faire des vidéos ou des podcasts, et ben j'ai aucun problème à mettre la marque de vêtements de côté parce que je sais que en fait si je peux me permettre de temps en temps de m'évader sur la marque de vêtements, c'est parce que j'ai tout ça qui marche aussi à côté. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout ces rêves de grandeur de la marque de vêtements. Encore une fois, c'est parce que j'ai plusieurs trucs aussi. Je pense à quelqu'un comme Arthur Gaines, que tu dois connaître un peu de loin, peut-être, avec qui j'étais à Birmingham, qui lui aussi a sa marque de vêtements qui est beaucoup plus avancée que la mienne, mais lui il a YouTube et il a la marque de vêtements, il a pas le podcast à côté. Tu vois, donc il peut se permettre de mettre beaucoup plus d'énergie sur YouTube et peut-être qu'aussi il a plus d'ambition dans sa marque que moi en tout cas pour l'instant, ce qui est tout à fait possible, dans le sens où moi je m'étais jamais vu devenir après je veux pas parler pour lui, hein, on en a pas vraiment parlé, enfin on parle lui et moi, mais on en a pas parlé un peu de nos aspirations sur nos marques de vêtements respectives. Je sais qu'on a les mêmes un petit peu inspiration, mais aspiration je sais pas encore. Donc peut-être que lui il se voit beaucoup plus gros. Moi j'ai jamais voulu, en fait par exemple quand je vois Gymshark, ce que c'est devenu et tout, j'ai pas du tout cette ambition là, tu vois, dans le sens où ça touche plus comme avant même si un jour voilà, je veux vraiment rester dans la niche, avoir une équipe où je connais tout le monde par leur prénom, ils appellent ça lean startup, des petites équipes qui sont très flexibles et très agiles dans le milieu de la startup. Vraiment ça, voilà, 20 personnes. J'ai pas du tout l'ambition d'avoir une compagnie qui est gérée par des centaines de personnes, parce qu'après, moi ça m'intéresse. C'est pas ce qui m'anime en tout cas. Je veux avoir un petit truc autosuffisant, avec des gens hyper impliqués, hyper motivés. J'ai pas du tout l'ambition de devenir une grosse marque de vêtements comme les Gymshark ou les Alphalete peuvent être, tu vois.
Ouais, parce que c'est vrai, quand tu regardes Gymshark, ça commence à s'égarer. À la base, c'était vraiment genre, tu vois, pour les go muscu et tout. Et maintenant, ça commence à toucher un peu à tous les sports. Je pense pas qu'il je pense pas qu'il s'égare, dans le sens où quand tu t'es valorisé à $1 milliard, t'es pas égaré, au contraire, tu t'es égaré dans le succès. Mais je pense que juste que sa vision a changé, en fait. En fait, avec le succès, sa vision a changé, ses ambitions. Après, en fait, t'évolues en tant que personne. Ben Francis, il a commencé hyper jeune. Et je pense qu'en fait, déjà, je pense que même lui, il se serait jamais senti. Jamais il pensait qu'il allait devenir aussi gros, tu vois. Donc nous, on peut se permettre de réfléchir là-dessus parce qu'en fait, on a des mecs comme Ben Francis, comme Christian Guzman, qui ont créé des marques comme Gymshark et Alphalete et qui ont montré qu'en faisant des vidéos YouTube, tu pouvais arriver si gros que ça. Mais eux, quand ils ont commencé, il n'y avait personne en fait. Jamais ils auraient pu se dire, alors ils sont pas encore au niveau du concurrent de Nike, mais en tout cas, dans notre niche de la muscu, il y a beaucoup plus de gens qui portent du Gymshark ou du Alphalete que du Nike, tu vois. Ça, c'est un fait. Donc... Nous, on sait que c'est possible grâce à eux, mais je pense qu'eux, en fait, ils avaient aucun modèle, tu vois. Tout ce qu'ils ont fait, c'est à tâtonner dans le noir, tu vois, et nous montrer la voie. Donc, je pense qu'en fait, le mec a grandi aussi, parce qu'il a commencé, il était super jeune, et donc, du coup, ses ambitions ont changé. Ça se trouve, je te dis ça maintenant, et dans 5 ans, ce sera complètement différent, tu vois. Mais en tout cas, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, même si c'est pas français, c'est la vision que j'ai pour la marque, quoi. Ok, d'accord. Bah, hyper intéressant. Et justement, tu parlais avant donc de priorité avec YouTube, etc. Et ça tend une super bonne perche pour le thème que je voulais aborder un petit peu après. La perche, c'est pour toi. Justement la polyvalence sur les différents réseaux. Comment, enfin, t'as déjà un petit peu répondu, mais j'aimerais bien qu'on échange là-dessus. Donc toi, t'es sur YouTube, t'as le podcast, t'as Instagram, mais bon, je sais que c'est pas ta priorité absolue, c'est surtout pour alimenter un peu régulièrement, etc. Ouais, je fais des efforts, je fais des réels maintenant. C'est vrai. Non, si en vrai c'est clean, surtout l'Insta du podcast. En fait, ça m'arrange parce il a bien grandi. Hein. C'est n'importe quoi. Le podcast en un mois, il a dépassé mon compte Insta perso, alors que ça fait 2 ans et demi que j'ai mon compte Insta perso. Mais en fait, justement, ça m'arrange ce shift au réel parce qu'en fait, tout le contenu que moi je produis, c'est de la vidéo. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi de couper une vidéo que j'ai déjà, que ce soit pour le podcast ou sur mon Insta perso, de couper une vidéo que j'ai déjà, plutôt que de me dire ah putain merde là, faut que j'aille prendre des photos en fait. Parce que en fait, comme tu l'as dit, je suis tout seul, donc j'ai personne pour me prendre en photo. Donc au bout d'un moment, mettre le retardateur, ça m'arrange 5 minutes, mais c'est relou. Donc si je peux déjà utiliser une vidéo que j'ai et la couper en extrait d'1 minute et faire un réel, bah moi c'est tout bénef. Donc c'est pour ça que je me suis remis à faire du Instagram, alors que avant c'était vraiment, je postais une photo de ma miniature limite, tu vois. Ouais, de ouf. Et donc du coup, justement, comment toi t'arrives à trouver cet équilibre entre, bon, il y a Instagram maintenant, mais surtout YouTube, podcast, comment t'arrives à gérer ça et on va dire à te fixer... Alors je sais pas d'ailleurs, tiens, si tu te fixes un rythme de publication précis ou si tu essaies juste d'être régulier, de poster souvent, etc. Si j'avais la réponse à cette question, mon gars, trouver l'équilibre entre tout ça, mais je serais pas là. Hein. Franchement, c'est la question que je me pose tous les jours. J'ai pas d'équilibre. J'ai un plan. Que j'ai découpé en étapes et que j'ai priorisé. Et je suis en mode machine. C'est-à-dire que j'ai mes petites étapes. Je sais où je veux aller. J'ai mes étapes. Et je prends tâche 1, allez hop. Je les ai priorisées, très important. Ça sert à rien d'avoir des étapes si vous pouvez travailler dur sur des trucs qui sont pas importants. Ça, c'est dans un bouquin que j'ai découvert ça. Et du coup, ça sert à rien en fait. Donc il faut travailler dur sur les trucs qui sont importants. Donc, avoir un plan, découper en étapes, les prioriser. Et après, je suis en mode pilote automatique. Tâche 1, tâche 2, tâche 3. Alors, je m'en fous de combien de temps ça prend, je m'en fous de quand est-ce que ça va être posté. L'important, c'est que ce soit fait, que ce soit posté. Et voilà, c'est le seul truc que je peux garantir et c'est le seul truc que je fais. Et pour l'instant, je le fais et ça marche. Donc, parce que ça me permet de pas me poser des questions et de juste faire. Si je commence à me tenir à des... Et j'ai essayé plein de fois de me tenir à des calendriers et tout. Alors maintenant que j'ai un sponsor pour le podcast, je suis obligé. Donc ça aussi, en fait, se rajouter des contraintes, parfois, c'est une bonne idée parce que du coup, ça vous force un petit peu à sortir de votre confort. Donc c'est des trucs que j'essaye de faire, par exemple pour me forcer à mettre des réels quotidiens du podcast, et donc du coup maintenant d'avoir un sponsor financier, d'avoir un contrat qui me dit tous les mois tu dois publier au moins 4 podcasts, du coup je me sors les doigts du cul pour pas rater une semaine, tu vois, pardon l'expression. Okay, ouais. Mais donc les contraintes peuvent te permettre un petit peu de cette rigueur dont moi je manque, parce qu'après de manière générale je suis pas quelqu'un de très rigoureux, mais sinon de manière générale j'ai pas de juste milieu.
je fais mes trucs comme un robot, tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4, jusqu'au burn out. Après, il me faut 2-3 jours pour récupérer et après, je recommence. Voilà. C'est mon juste milieu à moi. Je sais pas si c'est un bon équilibre, mais c'est comme ça que ça me permet de faire des trucs, quoi. Ok, ouais, je vois. Après, on a tous nos méthodes pour s'organiser et gérer nos priorités, tu vois. Si toi, ça fonctionne comme ça, bah en vrai, let's go, tant mieux. Enfin, si ça te permet de, quoi qu'il arrive, créer du contenu de qualité assez régulièrement, etc., bah tant mieux. Parce qu'il y en a, justement, qui aiment pas du tout subir cette pression de « Ah bah, je dois poster tous les temps, tel jour, à telle heure, etc. » Alors qu'à l'inverse, moi, tu vois, je sais que j'arrive plutôt bien à gérer ça. Donc au final, je pense que ça dépend juste des gens. Après faut savoir ce que tu veux aussi, tu vois. Je suis pas en train de me dire ah non, j'aime pas poster toujours à 18h, donc je poste je sais qu'il faut que je poste, tu vois. Juste je me mets pas la pression de 18h. Mais par contre, je suis pas là en train de me dire ah, j'ai la flemme de poster, donc je vais pas faire, j'ai la flemme de faire Instagram, je préfère YouTube, donc je vais pas faire Instagram. Non, en fait, tu fermes ta gueule, tu fais Instagram parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Donc je me mets juste pas la pression du calendrier ou des heures. Mais par contre, je fais tout. Parce que je sais que pour aller là où je dois aller, il faut que j'ai un Instagram, il faut que j'ai un YouTube, il faut que j'ai un podcast. Donc je fais tout en fait. Je fais tout ce qu'il faut faire pour aller là où je veux aller. Ok, je vois, ouais. Et d'ailleurs, quand tu dis je vois où je veux aller, etc., c'est où que t'aimerais emmener TikTok, un petit peu la chaîne TikTok, YouTube, parce que TikTok, je voulais pas y aller et j'ai dû en faire un. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, je disais, justement, quand tu parles de où tu veux aller, etc., où est-ce que t'aimerais emmener un peu la chaîne YouTube et le podcast Alors pareil, c'est un peu flou comme tout à l'heure comme question, mais comment t'aimerais du moins que ça grandisse et que ça prenne de l'ampleur, idéalement? Ouais. Bah, la chaîne YouTube, j'aimerais bien que ça continue, avoir plusieurs formats j'ai plusieurs formats qui commencent à se dessiner, que j'ai trouvé un petit peu avec le temps. Il y a le format un petit peu facecam, où là, pour le coup, c'est très... on s'assoit, on parle programmation, il y a des captures Excel, les gens voient un petit peu ce que je fais, donc c'est très... on rentre dans la programmation en powerlifting, tu vois. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment devenir meilleurs et s'améliorer en powerlifting sans coach. J'ai les formats un petit peu vlog, séance de training que j'aime bien aussi, que je compte garder un petit peu. Et c'est un petit peu... Et après, je présente aussi... J'ai fait quelques vidéos comme ça où je présente un petit peu mon matériel. Voilà, j'avais un accessoire pour mon home gym qui était pas mal. J'ai pas mal montré mon home gym, ce genre de vidéos un petit peu périodiques en fonction des events qui m'arrivent ou de trucs que je fais que je pense que sont intéressants à partager. Donc, faire une rotation entre ces trois formats, on va dire, ça me plairait le plus. Après, j'ai jamais... je me tâte en fait, je suis dans la réflexion de faire des vidéos un peu plus, on va dire, YouTubesques. Dans le sens où, maintenant, ce qui marche sur YouTube pour être découvert, c'est les challenges, tu vois. Genre, je sais pas, je me suis entraîné comme un tel pendant 24 heures. Tu vois, c'est des trucs un petit peu très... qui font cliquer, que les gens qui te connaissent pas peuvent regarder et font découvrir ta chaîne. Je sais qu'il faudrait que je fasse plus ça. Donc j'en ai shooté un petit peu, je commence à en faire un petit peu, ma façon d'éditer aussi est un petit peu différente, beaucoup plus dynamique, surtout dans les intros et tout, beaucoup plus fast pace, donc beaucoup plus de cuts pour maximiser la rétention et les gens commencent à le ressentir et parfois je me prends des commentaires de genre c'est trop court la vidéo ou c'est trop rapide, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'il faut entre guillemets faire pour maintenir l'attention des gens et que du coup l'algorithme te favorise. Donc j'essaye, encore une fois, on en revient à ce juste milieu, de trouver le juste milieu entre ce qui me plaît, ce qu'il faut faire pour que ça marche sur YouTube. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de donner son corps et son âme et ses efforts dans une vidéo qui au final, les gens cliquent pas ou la regardent pas. Ou bien sûr que ça plaira toujours aux gens qui sont abonnés. Mais en fait, là où je veux aller, je peux pas le faire avec 2000, 3000, 4000 followers, tu vois. Donc si tu veux que ta chaîne soit découverte, au bout d'un moment, il faut quand même faire le type de vidéo qui fait que ta chaîne est favorisée par l'algorithme YouTube. Donc c'est trouver le juste milieu entre les deux. Et pour revenir à ta question, où est-ce que j'aimerais bien aller, moi j'aime beaucoup ce que fait dans l'esprit Bazinga, dans le sens où, parce que là je donne des trucs un petit peu abstraits, mais je pense que ça va parler un peu plus aux gens, dans le sens où il est un peu comme moi, dans le sens où il est tout seul, tu vois. Il est tout seul dans son business, il est tout seul dans ses vidéos, il fait ce qu'il veut, il fait des vlogs, etc. Et il a son public d'abonnés qui le suit, qui est fidèle, et il a réussi à monter comme ça. Après je pense qu'il a commencé en fait à une époque où YouTube était à fond dans les vlogs et donc ça lui a permis de percer comme ça. Je pense que sa manière de maintenant de faire des vidéos marcherait pas maintenant parce que les gens demandent beaucoup plus que juste des vlogs, tu vois. Donc il bénéficie de ça, tu vois, mais idéalement c'est idéal, tu vois, parce que du coup t'as pas trop à te prendre la tête, tu filmes un peu ta vie, tu filmes tes perfs, tu fais tes events avec ta marque de vêtements, c'est assez cool, tu vois. Donc ça c'est idéalement ce serait alors pas faire que des vlogs parce que c'est pas mon truc non plus, je déteste me balader avec une caméra, c'est un peu paradoxal, mais
je le dis toujours, c'est que du coup, quand tu filmes, tu profites pas de l'instant présent. Par exemple, le week-end dernier, j'étais à Birmingham, et je vais reprendre le fil rouge après pour te dire ma vision sur le podcast, mais juste cette petite parenthèse. J'étais à Birmingham, et il s'est passé plein de trucs. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je filme tout. Et bien sûr que j'ai profité des moments, mais c'est pas pareil quand tu dois filmer, en fait. Et donc, plus ça avance, plus j'ai l'opportunité de participer ou de faire des rencontres de fous, et ça me fait chier de devoir filmer alors que je veux juste kiffer avec la personne que je rencontre, tu vois. Donc, je veux pas commencer à devenir une chaîne de vlog parce que du coup, après, c'est la spirale et tu fais que filmer tout. Mais idéalement, si je peux alterner entre des contenus un petit peu plus facecam, où on parle programmation, des contenus un peu plus vlog et des contenus un petit peu plus réfléchis, pensés, ça, c'est le mix que j'aimerais aller. Et donc, je pense que j'aurais pas, enfin, en tout cas pour l'instant, j'ai pas de vidéo qui a blow up. Ça a toujours été une progression constante, régulière. Donc, je pense que pour l'instant, c'est la trajectoire qui m'est destinée. Donc voilà, que continuer à faire ça et que petit à petit ça grossisse et que je puisse développer des trucs à côté autour, comme la marque de vêtements ou mon projet de communauté ou les petits templates qui puissent aider les gens, tant que ça aide les gens et ça les rapproche un peu plus de leur objectif, que ce soit en force athlétique ou autre. Moi, c'est tout mon bénéf. Donc continuer à faire ça. Et pour le podcast, idéalement, le goal du goal, ce serait de continuer un petit peu à faire alors un peu deux trucs différents. J'aime beaucoup recevoir des gens, ça c'est cool. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un studio, donc idéalement dès que j'ai plus de moyens, investir dans un endroit où vraiment il y a un set qui bouge pas, les caméras bougent pas, il y a juste à venir s'asseoir, à filmer, je peux inviter les gens, ça ce serait le top du top. Et puis toujours avoir accès à des gens toujours plus intéressants. Après, je me mets pas la pression d'inviter toujours un guest. Maintenant, j'ai vu que j'arrivais à faire des épisodes solo, tu vois, même s'il y en a pas beaucoup, j'ai vu que ça me posait beaucoup moins de problèmes qu'avant. Donc je veux vraiment avoir des conversations avec des gens avec qui j'ai envie d'avoir des conversations. Si c'est pour avoir juste des mecs qui sont sur YouTube et qui ont des followers mais avec qui j'ai rien en commun, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc idéalement, ouais, arriver à être sur une plateforme où j'ai mon set, je peux juste arriver, filmer et à recevoir des gens, continuer à recevoir des gens intéressants. Et je me pense aussi sur le sujet parce que tous les podcasts que j'aime bien, que j'écoute souvent, c'est des podcasts où il y a plusieurs animateurs entre guillemets, et donc de temps en temps ils ont un guest et ils l'interviewent, et de temps en temps ils ont des épisodes que entre eux et ça collerie, ça fait des blagues, ça parle de tous les sujets et tout, et c'est un truc que j'aimerais bien recréer dans l'univers de la muscu. Le problème c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes pour t'accompagner qui seraient dispo chaque semaine. Et j'y suis pas encore là, donc c'est un sujet aussi que j'aimerais bien explorer, dans le sens où peut-être qu'à l'avenir il y aurait pas que moi, il y aurait d'autres personnes, parce que mine de rien c'est plus facile de filmer quand vous avez pas de guest, quand vous êtes entre vous. Et puis c'est une dynamique que j'aime bien, l'idée de pas faire comme un show mais d'avoir une discussion entre potes, des gens qui se retrouvent, etc. Parce que parfois quand vous recevez un guest, si l'auditeur derrière est pas forcément intéressé par la personne, il va pas regarder l'épisode, alors que s'il est intéressé par la dynamique qu'il y a entre les animateurs du groupe, il sera peut-être plus enclin à revenir chaque semaine, peu importe l'invité qu'il y aura. Donc c'est aussi un truc qui m'intéresse pour le podcast à explorer plus tard, quoi. Ok, ouais, je vois. En vrai, trop cool, hein. Tout ça, ce serait énorme. Et pour reparler un peu studio avec le podcast, etc. Donc toi, t'aimerais, comme tu viens de le dire, avoir un studio à toi, etc. Mais récemment, t'as pu enregistrer déjà plusieurs épisodes de podcast dans un studio sur Paris. Alors, il y a des raisons qui ont fait que ça s'est terminé, et de toute manière, je pense que c'est un sujet qui est assez long à raconter, donc j'invite directement les gens à aller écouter l'épisode d'Hugo sur son podcast. Tu veux être dans la sauce ou pas, Noah? Ça dépend si tu veux être dans la sauce ou pas. Parce qu'une fois que t'as franchi cette barrière là, après c'est plus pareil, les commentaires c'est plus pareil. Non, les gens s'ils veulent la raison, ça ira. Vous pouvez aller voir la vidéo, j'ai fait toute une vidéo sur ma chaîne de podcast qui s'appelle je me suis fait virer de mon job de rêve, où j'explique les raisons. Mais en fait j'ai appris beaucoup dans cette expérience. Et pour revenir sur l'idée concrètement d'avoir un studio, en fait ça va plus loin que ça. C'est qu'en fait c'était une maison de créateurs de contenu. Et donc on avait une pièce où on pouvait tous filmer et on était tous là à bosser ensemble sur un espace de coworking à Paris, et c'est un truc que j'aimerais vraiment recréer quand j'aurai les moyens bien plus tard, mais pour des créateurs de contenu dans le fitness. Et ça c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer. Quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, mais c'est cool, c'est que des créateurs de contenu donc c'est top. Mais putain, imagine c'était que des mecs qui étaient dans la muscu, quoi. Alors là, on s'éclaterait de ouf. Avec, imagine une espèce de truc énorme, une espèce de maison énorme. On aurait un studio de podcast, on aurait une salle de sport, une salle de muscu un peu force, un gym, un espace dehors, street lifting. On se ferait des putains de barbecue. Et genre, t'as besoin d'aide pour filmer, y a un tel, il peut venir t'aider. T'as besoin d'aide pour faire des photos, un tel, il vient t'aider. Oh, je cherche un invité sur mon podcast, tu peux venir et tout. Ce serait incroyable, tu vois. Ouais, donc, ça, dans le futur, ce serait mon goal. Ça m'a vachement inspiré dans cette expérience. Et un truc que j'ai appris par contre dans l'idée du studio, c'est qu'en fait on démontait et on montait le studio à chaque fois.
Dans le sens où le set que vous voyez sur les épisodes, et j'invite les gens du coup à la regarder sur la chaîne du Rendez-vous Musclé les derniers épisodes, en fait c'est pas un set qui est toujours là, j'ai pas à venir m'asseoir et on allume la caméra et c'est on. En fait il faut tout monter. Et ça je me perdais un temps mais monstrueux, c'est-à-dire que parfois mes invités arrivaient, c'était pas encore prêt, et c'est pas parce que j'étais flemmard et que j'avais pas installé, c'était que ça me prenait parfois plus d'1 heure à installer. Ah ouais. Et donc en fait quand l'installation te prend autant de temps que le podcast, en fait là c'est plus rentable. Limite je préférais qu'on soit posé dans ma chambre avec 2 micros un peu à l'arrache avec un seul angle de caméra et on fait ça en 1h30 plutôt que de perdre parce que c'est 1 heure à installer, après il faut désinstaller. Donc au final, même si effectivement le rendu visuel est top, pour le niveau où on est, où j'en suis, tu vois, je pense que c'était pas forcément nécessaire. Même si c'était, je vais pas cracher dessus, hein, t'as cette opportunité, je la saisis tous les jours, si t'as un refresh, je la referai tous les jours, tu vois. Mais je pense que je peux quand même maintenir un niveau de qualité au-delà. En fait, je pense qu'il y a un juste milieu entre les podcasts Zoom et les podcasts vidéo high level production comme j'avais dans le studio, tu vois. Il y a un entre-deux, on en revient toujours à cette idée du juste milieu, qui est largement faisible sans s'imposer autant de contraintes, tu vois. Donc c'est ce que j'essaie de trouver aujourd'hui. Et alors après, tu dis, ouais, la qualité aussi qui joue pas mal, mais est-ce que aussi le fait d'avoir un studio. C'est pas beaucoup plus vendeur pour avoir potentiellement des invités sur ton podcast? Clairement. Ça, je l'ai vraiment clairement. C'est qu'à partir du moment où les gens ont commencé à voir ça, c'est que les gens déjà sont choqués. Alors après, c'était vraiment quali. Hein. Franchement, pour le coup, là où on était, on avait de la chance. Les gens qui géraient ça savent très bien ce qu'ils font. Ils faisaient ça déjà avant comme c'est leur métier. Ils avaient une boîte de prod et donc ils vendaient leur espace pour faire du podcast et tout. Donc c'était vraiment top. Et donc déjà, ça impressionne les guests directs. Déjà, ça te donne une certaine stature. Les gens te prennent au sérieux, tu vois, quand ils arrivent chez toi, c'est pas t'es le petit qui débute, même s'ils ont beaucoup plus de followers que toi, quand tu les reçois dans un lieu comme ça, direct ça impose le respect, tu vois, quand même on te prend au sérieux déjà beaucoup plus que quand t'appelles les gens sur Zoom, tu vois. Et après du coup t'as plus d'opportunités de gens qui veulent revenir, qui disent putain mais si on referait une vidéo ensemble, est-ce que je peux venir shooter mes trucs chez toi, est-ce que tu vois, alors après elles sont pas forcément toutes bonnes à saisir, mais en tout cas effectivement c'est un gros atout, ça on va pas se mentir, ça c'est clair et net. Ouais. Ok, ouais. Ouais, je vois. Mais ouais, c'est en fait quand j'ai vu, dès que t'as eu le studio, etc., t'as commencé. Après, c'était sur Paris en plus, donc ça a dû t'ouvrir encore plus d'opportunités et tout. Mais quand j'ai vu que d'un seul coup t'as eu plein de guests, genre The Rob, Arthur Gaines et tout. Ouais. Après, je pense que je les aurais eu sans, dans le sens où les vidéos, quand je les ai eues, les vidéos étaient pas encore sorties avec le nouveau studio, je crois. Ok, ouais. Donc je pense que je les aurais quand même eu sans. Mais effectivement, après, quand tu contactes quelqu'un d'autre ou que du coup tu demandes au guest de te recommander auprès de quelqu'un d'autre et que la personne a été reçue dans un tel endroit, bah, je pense que la recommandation elle est 10 fois plus intéressante que ah oui, j'ai fait ce podcast avec lui sur Zoom, c'était cool, tu vois. Ouais, je vois le délire. Et donc du coup, ok, ouais, bah je pense qu'on a globalement fait un peu le tour pour le podcast, YouTube, etc. en général. Maintenant j'aimerais un peu parler plus entraînement, tu vois, les gens ils sont là pour ça aussi. J'ai eu une question d'une personne sur Instagram, t'as vu comment je me dédouane là je dis que c'est pas moi, tu vois. On m'a demandé ce que tu pensais un peu du powerlifting game français, tu vois, en général. Alors si je devais un peu plus préciser la question, les grosses têtes en France, donc Rico, Lia, Pana, etc. Ce que tu pensais en général de potentiellement le message qui... Je sais pas comment expliquer ça, mais le message qui divulgue, etc. La propagande qui puisse en faire. Alors propagande, peut-être que le mot sonne négativement, mais moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais la force, et surtout la FA, enfin tous les sports de force, mais surtout la force athlétique, ça se développe de plus en plus. Notamment des go muscu qui en ont un peu marre de juste faire du body et qui veulent se mettre à la force pour trouver quelque chose de différent, remettre du fun dans leur training, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et où est-ce que tu penses, et comment tu penses que ça peut évoluer à l'avenir à ce niveau-là? Alors, le power game français est extrêmement fort. Extrêmement fort en ce moment, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une équipe internationale, surtout chez les filles. Et ça, c'est un atout qu'on a parce que déjà dans la muscu, les filles sont pas du tout représentées. Mais dans le power, pour le coup, les filles sont hyper respectées parce qu'elles sont hyper fortes. Et donc ça, du coup, c'est un avantage, je trouve, qu'on a, nous, parce que l'équipe internationale française est excellente. Donc quand vous avez des gens qui performent et que, du coup, les gens veulent leur ressembler, donc du coup... vous entraînez plein de gens à vouloir se dire putain je veux être comme Lia, je veux être comme Noémie, je veux être comme Pana, je veux être comme Rico, comme un tel,
Donc les gens se mettent au powerlifting pour ça, donc ça c'est top. Parce que je pense que si on avait une équipe de France éclatée au sol, le powerlifting n'aurait pas du tout le rayonnement qu'il a aujourd'hui. Ensuite, ces gens-là, non seulement ils sont forts, mais en plus ils créent du contenu. Et ça c'est incroyable. Par exemple, c'est l'erreur que les haltéros font. Il y a des mecs en haltéro qui sont hyper forts. En strongman, je pense qu'il y a des mecs qui sont hyper forts, mais personne ne crée du contenu dans ces disciplines. Le powerlifting, alors la muscu, bien évidemment, il y a des gens qui créent du contenu depuis longtemps, mais c'est pas trop sportif. Je parle pas du bodybuilding, je parle de la musculation. Ouais. Et encore, même le bodybuilding, je trouve qu'il n'y a pas énormément de gens qui en parlent vraiment, des gens qui font de la compétition, etc. C'est très rare. Il y a beaucoup de go muscu qui font des chaînes YouTube, mais il y a très peu de bodybuilders qui font des chaînes YouTube. Je trouve, en tout cas, elles sont pas assez connues. En tout cas, pardon s'il y a des gens qui me sortent une liste de 10 personnes, j'en connais pas énormément. Et pour le coup, le power, toutes les grosses têtes ont une chaîne YouTube et font du contenu quasiment. Du coup, je dis non seulement ces gens créent du contenu, mais en plus, ils font des feats avec des mecs mais établis dans le feat game de ouf. Je pense notamment à Rico, à Pana qui fait énormément de feats aussi, à Lia qui fait énormément de feats aussi, Thibaut Inchep, Nassim, tout ça, ils ont tout dans toutes leurs vidéos. Enfin, Lia. Donc, ça aussi, mine de rien, ça fait découvrir le sport à énormément de monde. Donc ça, c'est top. Après, pour le message que ça véhicule, et je pense que je vais décoder un petit peu ta question, parce que ce qu'on nous reproche, en tout cas souvent sur les réseaux sociaux, c'est le deadlift dos rond, le manque de technique, oui, le bench c'est pas assez impressionnant, etc. Vous êtes des clowns à bencher comme ça, etc. et tout. C'est en train de changer, dans le sens où le bench, ils sont en train de changer les règles. Donc ça c'est une bonne chose, même si les gens sont pour ou contre la nouvelle règle, mais en tout cas ça évitera qu'on voit les cheaters arch bench comme ça. Alors après je sais pas d'autres trucs, s'il y a des gens qui nous reprochent des messages négatifs ou une propagande négative, mais en tout cas je pense que ça a remis sur la table le débat de l'intensité dans le training, où tu vois des mecs qui se déterrent vraiment à l'entraînement. Alors parfois on dit que la muscu c'est un sport de chômeur, mais le power encore plus, parce que pour passer 2-3 heures par jour à la salle 4-5 fois par semaine, il faut être un peu un chômeur ou étudiant, vous l'appelez comme vous voulez. mais c'est des mecs qui s'entraînent très dur, qui sont motivés par l'aspect compétitif, et ça c'est top. Donc je pense que globalement le power est en pleine expansion. Je pense que c'est la meilleure période pour s'y mettre, dans le sens où l'équipe de France est forte, le contenu et les gens créent de plus en plus de contenu dessus. Donc si vous voulez vous mettre à la force, c'est vraiment le meilleur moment, et même c'est même un pas naturel, dans le sens où naturellement, une fois que tu t'es transformé physiquement, quand tu commences la musculation, direct après tu cherches à devenir fort. Tu cherches pas forcément à faire du powerlifting, mais tu cherches à devenir fort. Donc ça peut être en développé couché, ça peut être en squat, ça peut être en soulevé de terre, et t'en es la preuve aussi, ça peut être en traction, ça peut être en muscle up, ça peut être en dips, tu vois. Donc naturellement, une fois qu'on s'est transformé physiquement, on cherche à être fort. Peu importe sur quel mouvement, mais on cherche à être fort. Donc naturellement, le powerlifting vient à un moment ou un autre dans le voyage du go-muscu qui prend son entraînement sérieusement. Donc on bénéficie de ça aussi. Et c'est accessible par rapport à l'haltéro, on en reparlait aussi, j'en parlais brièvement tout à l'heure. C'est que l'haltéro, si vous n'êtes pas dans une salle d'haltéro, que vous n'avez pas un mec pour coacher votre technique, vous pouvez pas débuter l'haltéro. Pareil pour le crossfit, si vous n'êtes pas dans une box, et c'est hyper cher, surtout sur Paris, les gens le savent, c'est difficile de se mettre au crossfit à Fitness Park, même s'ils ont quelques box et il y a maintenant quelques trucs collectifs. Le powerlifting c'est beaucoup plus accessible, même si vous êtes dans un basic fit ou un fitness park et que vous êtes tout seul, de se débuter avec le powerlifting, parce que c'est des mouvements de base que quoi qu'il arrive, quand vous êtes un go muscu, souvent vous faites déjà. Donc tous ces facteurs là font que le powerlifting a la cote en ce moment, et j'en ai pour preuve même un podcast que j'ai fait qui va sortir soit dimanche, soit la semaine prochaine, avec 2 grosses têtes du body. Je peux te le dire, je sais pas quand ton truc sortira, mais ton podcast sortira, mais c'est avec Lucas Guif. Les gens ont déjà vu Lucas Guif et Arthur. Ouais, énorme. Donc on revient sur l'Arnold UK. On y était à Birmingham le week-end dernier, et on leur a demandé c'est quoi ce que vous avez retenu de tout le festival. Et dans le festival, il y avait le strongman qui était à l'honneur énormément, le bodybuilding énormément, et eux sont des bodybuilders, pas des go muscu, des bodybuilders. Ils ont tous les deux fait des compétitions en bodybuilding. Et on leur a demandé qu'est-ce que vous retenez le plus de l'event. Ils ont dit tous les deux, et je vous jure qu'on les a pas payés, le powerlifting. Les deux ont dit que ce qu'ils avaient préféré le plus, ce qu'ils avaient retenu le plus de tout le salon, où il y avait du body, du strongman et de la force, c'est l'événement, la compétition de powerlifting.
Donc ça vous dit un petit peu l'ampleur que le power est en train de prendre et l'engouement que les gens ont. Et c'est top de faire partie de cette communauté. C'est, contrairement à ce que certains peuvent essayer de faire croire et de répandre sur Internet, c'est une communauté qui est super positive, qui s'entraide, qui a des bonnes valeurs pour la plupart. Et c'est top de faire partie de cette communauté et je ne changerai pour rien au monde. Donc franchement que la propagande soit en marche et continue. Longue vie à la propagande du power en France. Exactement. Non mais en vrai c'est vraiment une bonne chose. De toute manière c'est un sport alors moi comme tu l'as dit du coup je pratique au départ le streetlifting, j'en fais toujours à l'heure actuelle, mais maintenant j'ai également mis le power avec. Alors tu vois, je peux pas focus à 100% sur l'un, focus à 100% sur l'autre. Power building. Du coup je fais les deux, tu vois, je fais streetlifting et power, mais franchement c'est une discipline hyper cool. Et je pense que ça a peut-être eu du mal à se lancer. Je crois que t'en avais déjà parlé dans des podcasts ou des vidéos, mais c'est parce que à la base la force athlétique c'était quand même un truc où par exemple tu regardes les arbitres etc, c'était pas un milieu très jeune je pense, enfin t'en avais déjà parlé je crois il me semble hein. C'est surtout qu'à l'époque c'était équipé en fait. Ouais. À l'époque c'était équipé, donc les mecs avaient des combis pour faire du squat, ils avaient des bandes, c'était pas des genouillères comme nous on a, c'était des bandes pour les genoux, les trucs qu'on enroule là à l'ancienne. Et effectivement c'était un milieu, en fait il fallait être initié parce que les gens qui, pour donner un petit peu une idée, en fait d'enfiler une combi de squat, de se mettre les bandes du en fait c'est pas possible tout seul, tellement c'est serré, tellement c'est surtout les maillots au développé couché, en fait c'est des trucs, c'est des espèces de ça vous fait comme un espèce de giga élastique, et l'enfiler tout seul c'est tellement tendu, c'est impossible. Donc il fallait des salles un petit peu à l'ancienne, des mecs qui étaient dans ce sport, c'était hyper niche, c'était encore plus niche que le bodybuilding et tout. Mais même le bodybuilding dans les années 2000 c'était vraiment, il n'y avait pas les fitness parks et encore je parle d'une époque que j'ai pas connue, mais pour avoir parlé à Rudy Koya etc, quand vous disiez, peu importe, désolé prof de français, que vous alliez à la musculation, mais c'était un truc c'est comme si vous étiez un extraterrestre quoi. Les gens n'allaient pas en salle de sport, c'était vraiment le milieu du bodybuilding à l'ancienne quoi. Et donc la bodybuilding s'est développée, s'est démocratisée, et je pense que le power en fait a suivi 10 ans plus tard, mais le fait que ça s'est démocratisé, qu'on n'ait plus besoin de tout cet équipement, donc il y a le powerlifting équipé et le powerlifting raw, ce que je pratique et ce que la plupart des gens maintenant pratiquent. Le fait que ce soit ouvert maintenant et ce soit rendu plus accessible, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui découvrent le sport. Et c'est comme tout en fait, ça marche par cycle. Donc effectivement il y a encore des anciens, mais la nouvelle génération pousse, et la nouvelle génération connaît pas du tout l'équipé, ne veut pas en entendre parler, veut faire du raw et veut ressembler aux gens qu'elle voit sur les podiums et sur YouTube. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une meilleure presse, je sais pas, mais en tout cas le sport c'est ouvert quoi. Le sport c'est ouvert. Ouais, en vrai, et de toute manière, tu l'as dit, je pense en fait dans les sports de force, ce qui manquait beaucoup, c'était des créateurs de contenu. Et là, il y en a de plus en plus. Toujours, et franchement, c'est trop cool. Tu regardes dans le streetlifting, alors sur YouTube, à ce que je sache, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a juste Ludo et Baki. Je sais pas si ça te parle, Ludo et Baki, un peu. Si, mais il y a Eric Flag. Après, Eric Flag, lui, c'est plus street workout, tu vois. Justement, vous, je pense dans le power, pareil, il y a, comme tu l'as dit, il y a l'équipé, etc. Il doit y avoir plusieurs sous-classes, tu vois. Dans le street, c'est un peu pareil. T'as street workout, c'est vraiment genre les figures statiques, etc. et tout. Après, t'as le freestyle, c'est les gars qui font des 3-6 sur les barres et tout. Et Eric Flag, il était vraiment plus là-dessus. Il a un peu montré du streetlifting aussi. Mais maintenant, le streetlifting. C'est de la perf. C'est combien tu mets en dips LST. Et ça se démarque justement de plus en plus. Genre maintenant, tu vois, il y a des compétitions. Il y a les championnats de France de streetlifting. Il y a championnat de France de dips aussi, qui est bientôt d'ailleurs. J'ai des potes qui vont y aller et tout. Genre, tu vois, c'est vraiment, ça balance des grosses perfs. Des plus de 100 kilos dips et tout. Des dingueries. Et ouais, en fait, genre, je pense qu'il manquait des créateurs de contenu. Sur Instagram, il y en a en streetlifting, mais par exemple sur YouTube, en power, Instagram, je pense que dans le game français, d'ailleurs, t'en fais partie, hein, maintenant, on peut clairement le dire. Et du coup, genre, c'est vraiment une bonne chose pour la propagande, pour montrer que le sport est accessible. Parce que, comme tu l'as dit, et ça revenait avec un peu tout le message de cet épisode en vrai, notamment tu l'avais dit avec la mission de la marque Les Forceux, etc. Quand tu t'entraînes, genre, en salle commerciale, c'est chaud. C'est chaud en vrai. Genre, maintenant on en voit de plus en plus. Tu vois, moi, la majorité de mes potes à la salle, c'est des power au final. Mais avant, il devait pas y en avoir des masses. Et tu vois, quand il connaît rien et tout,
Tu vois juste des gars qui sont là, et même les go muscu ils comprennent pas ton sport pour la plupart, tu vois. T'es là, tu prends des longs temps de repos et tout, ils sont en mode bah ouais, mais est-ce qu'on peut tourner? Toi t'es là, bah. Après, on abuse aussi, hein. Après, faut dire la vérité, on abuse sur le temps de repos aussi, c'est vrai. Mais ça dépend qui, honnêtement, ça dépend qui. Enfin, moi je vois, il y a un peu de tout, tu vois. Mais typiquement, la dernière fois, tu vois, je faisais du bench. Et il y a un gars qui voulait tourner avec moi, bah tu vois, genre, c'était un petit peu compliqué et tout. Et de toute manière, j'avais vraiment beaucoup de séries. Et donc, du coup, je lui dis, bah il me reste tant de séries, etc. Ah, moi je fais plus ça, je tourne plus. Et il revient me voir, genre, je sais pas, ça devait être un quart d'heure plus tard pour me demander si j'avais fini. Je lui dis qu'il m'en reste 2, tu vois. Et le mec, il commence à s'embrouiller avec moi, tu vois. Genre, il était en mode, ouais, mais tu prends des temps de repos trop longs et tout. Enfin, tu vois, ils comprennent même pas qu'on pratique pas le même sport, en fait. Pour lui, c'était genre je prends des temps de repos trop longs et du coup c'est pas optimal pour le développement de mes pecs, mais moi qu'est-ce que je m'en branle de mes pecs. Genre, là c'était pas le but, tu vois, genre. Mais c'est. Après, les mentalités évoluent. C'est pour ça que c'est tricky quand t'es dans les salles commerciales. Parce que, Basic Fit. On est tous là pour s'entraîner. C'est pas parce que tu fais du sport que t'as le droit de squatter la cage à squat pendant 1 heure. Faut partager avec les autres, c'est normal aussi. Surtout si t'es en heure de pointe et tout. Donc, je comprends d'où le mec vient et tout. Après, c'est sûr que s'il est là en mode c'est pas bon pour tes pecs et tout, bah en fait, mec, je t'ai rien demandé, tu vois. Donc, garde tes conseils pour toi. Mais c'est vrai que je comprends que. Enfin, voilà, aussi, ça fasse. C'est pour ça que les ports sont pas très bien vus aussi dans les salles de sport. Parce que c'est des mecs qui sont là. Ils rentabilisent pas les abonnements. Les salles de sport, ce qu'ils veulent, c'est des mecs qui s'inscrivent et qui viennent pas. Ou qui utilisent que les machines de cardio parce que ça se s'use pas. Les powers, ça vient, ça squatte la salle tout le temps, ça use les poids de ouf, ça fout de la magnésie partout et ça casse les couilles à tout le monde parce qu'en plus ils filment. Donc on peut pas passer devant, ils s'étalent partout avec leur sac et tout. Donc je comprends pour les salles de sport que ce soit relou et même pour les autres adhérents. Donc c'est pour ça qu'au maximum il faut essayer d'être dans des salles adaptées, aller dans des salles de musculation un petit peu associatives ou même des salles d'haltéro. Ils ont plus l'habitude que les salles de fitness park ou basic fit. Après effectivement c'est pas à la portée de tout le monde. En général c'est pas accessible. Les horaires sont à chier de ouf. Mais c'est pas leur faute parce qu'il faut trouver des gens. Ils ont pas beaucoup de moyens et qu'il faut trouver des gens qui soient disponibles tout le temps. Et ça, c'est leur galère, aux salles associatives, c'est le problème. De toute façon, tu fais pas ce métier-là par passion, tu fais ce métier-là... l'inverse, exactement l'inverse de ce que je viens de dire. Tu fais pas ce métier-là pour gagner de l'argent, tu fais ce métier-là parce que t'es passionné, parce que tu gagnes pas d'argent, limite t'en perds. Donc, vraiment, c'est tricky. C'est tricky, et le goal, ce serait d'avoir, un petit peu comme Rudy Koya, sa propre salle, l'ouvrir à que des passionnés, voilà, et s'entraîner tranquillement. Mais bon, ça, c'est compliqué. Et même le home gym, c'est même pas une solution, parce que tu vois, moi, j'ai le home gym à la maison et tout ce que j'ai envie c'est de retourner en salle, tu vois, parce que l'atmosphère et tout c'est hyper important. Donc c'est compliqué, il n'y a pas de solution parfaite. La solution parfaite c'est la salle où tu peux faire le plus de progrès et où t'as pas beaucoup de temps de trajet. Ouais, c'est clair. C'est ce que je me dis. Ouais, puis après, il y a beaucoup de problèmes aux salles commerciales, mais d'un autre côté, on paye tellement peu cher. Enfin, genre là, moi, tu vois, Basic Fit, 20 € par mois, c'est dérisoire, comparé à d'autres salles. Ouais. Tu compares tout de suite à, je sais pas, genre, même Fitness Park, c'est 10 € de plus. Honor, bon, j'ose même pas imaginer combien c'est. Mais, je sais même pas. Mais ouais, 60, c'est clair. 60. Et d'ailleurs, petite parenthèse comme ça, mais qu'est-ce que tu penses, toi, du streetlifting? Enfin, je sais pas si t'as déjà. Pu discuter avec des streetlifters, des choses comme ça ou quoi, mais qu'est-ce que tu penses du sport, si tu connais un petit peu ou pas? Pas du tout. J'aimerais bien avoir quelqu'un du streetlifting qui vienne sur mon podcast. Je cherche encore la bonne personne. Alors j'ai parlé à Eric Flack, mais comme tu me dis qu'il fait pas partie du streetlifting, je vais pas vous offenser 2 fois. Mais non, mais c'est intéressant. Moi j'aime la compétition, donc à partir du moment où tu t'aimes faire des dips et des tractions, alors je sais pas si vous avez d'autres mouvements, il y a que des dips, traction, squat, muscle up, il y a 4 mouvements. D'accord. Ouais, dans les compétitions. C'est back squat ou front squat? Back squat. Et d'ailleurs, c'est en général les streetlifters. Alors après, tu vois, il y a streetlifter et streetlifter. Genre. Mais c'est paradoxal parce que tu fais pas du squat dans la street. Bah en mode c'est pour le streetlifting, tu vois, ils se sont dit tous les mouvements de poids du corps en lesté concrètement. À part les pompes, bah t'as. Mais tu te laisses comment? Bah genre du coup. Squat. Ah, vous c'est pas avec une barre? Si, c'est squat barre. Mais en mode, tu vois, ils partent du principe que le squat poids du corps, c'est un mouvement poids du corps, et du coup, ils ont intégré le squat, mais c'est du squat. C'est exactement les mêmes règles qu'en powerlifting. Du coup, souvent, les gars, ils squattent en low bar, enfin, tu vois, c'est pareil au final. Et d'ailleurs, en général, les streetlifters, ça dépend, mais à haut niveau, les streetlifters ont un gros squat, en général.
Genre, enfin, ça dépend des quêtes. Et vous avez un total à la fin, c'est pareil que. Ouais, bah en fait, c'est les gars qui font du street lifting, mais tu vois, je te disais, genre, il y a street lifter et street lifter, tu vois, il y a ceux qui font ça, mais en mode un peu à la Zub. Et il y a ça qui programme ça, et quand ça se programme, bah, c'est exactement comme de la FA en fait. Genre, c'est avec des RPE et tout, un volume à la semaine, enfin, tu vois, c'est. Ouais, je m'en doutais parce que j'ai sorti le template et moi je l'ai optimisé pour la FA. Et j'ai plein de mecs qui sont venus m'envoyer des DM en mode ouais, est-ce que je peux remplacer le bench par les dips et tout. Et j'ai fait ah d'accord, en fait il doit y avoir des mecs du street lifting là-dedans qui s'intéressent aussi à la progra. Donc ça m'étonne pas ce que tu me dis. Ouais, non mais c'est cool, hein. Franchement, plus on est de fous, plus on rit. Et puis moi ce que j'aime bien dans ce genre de sport, c'est que quand tu peux faire de la compétition, du coup tu te retrouves avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. Moi ce qui me frustrait, c'était d'être dans des fitness parks et d'être entouré de mecs qui sont pas les couilles de comment bien s'entraîner en fait. Et ça me rendait fou. Ça me rendait fou parce que moi j'étais là, limite je passais pour l'alien à crier pendant mes répétitions, à mettre du poids sur les barres et tout. Alors que putain, mais on est là pour ça en fait. Alors oui, effectivement, il y en a, ils sont là pour l'optique santé et tout. Moi ça m'intéresse pas. Tu vois, tu peux être là pour ton optique santé, etc. Je respecte, y a pas de souci. Mais je préfère être dans une salle avec des mecs qui sont là pour se détruire, tu vois. Et donc quand tu vas dans les compétitions, que ce soit haltéro, street lifting, strongman, peu importe, tu mets insérer n'importe quel sport de force, tu te retrouves avec des mecs qui sont dans cette optique là, et ça moi je kiffe. Donc franchement, s'il y a des gens qui kiffent ces mouvements dans le street lifting et qui font de la compétition, bah c'est top, hein. Moi franchement, c'est ça qui m'a fait découvrir la force, c'est la compétition d'abord. En fait je connaissais pas trop la force, et c'est un mec qui faisait de la compétition en force athlétique, qui s'entraînait dans ma salle, qui m'a dit, je faisais un peu de photos et de vidéos, qui m'a dit est-ce que tu peux venir me prendre en photo? Je dis pas de problème. Et quand je suis arrivé, du coup, que j'ai découvert la compétition, je me suis dit, mais en fait, c'est que les mecs comme moi. C'est que les mecs des terres. Je me suis dit, mais en fait, c'est bon, en fait. J'ai trouvé ma maison, quoi. Ce que je disais, c'est que du coup, je me suis mis, tu vois, au power, bah, justement pour les compétitions, parce qu'en street lifting, c'est pour le coup, il y en a vraiment pas assez. Tu vois, par exemple, t'as les championnats de France, etc. Mais c'est pas comme. Enfin, t'as des minima, mais genre en mode, c'est même pas des minima, c'est de la sélection. C'est-à-dire que t'envoies tes perfs, etc. Et ils prennent les meilleurs, littéralement. Dans chaque catégorie, ils en prennent genre les 8 meilleurs dans chaque caté. Et c'est comme ça qu'ils font. Mais t'envoies tes perfs en vidéo? Ouais, sur Instagram. C'est un peu bancal. Enfin, tu vois, genre, en fait, c'est encore en pleine expansion. Bah, c'est un sport qui débute. Ouais. C'est un sport qui débute, c'est normal. Pas déconner. Mais du coup, tu vois, je trouve ça très cool qu'il y ait de la compétition, etc. Que ce soit quand même relativement accessible et tout. Et ouais, en vrai, c'est trop intéressant. Et même l'expérience de compétition, etc. Enfin, j'en avais déjà parlé dans le podcast avec Margot. Mais c'est tout ce qui tourne autour de la compète, etc. Que ce soit durant la préparation, le jour J et tout. C'est trop intéressant, en fait. C'est trop intéressant quand... C'est trop cool. Et surtout, tu vois la différence entre les mecs quand t'arrives en compétition de FA. Et je pense que c'est la même chose dans les autres sports de force. Entre les gens qui faisaient de la compétition avant dans d'autres sports et ceux qui commencent la compétition juste parce qu'ils ont découvert, ils faisaient de la muscu et qu'on leur a dit qu'ils pouvaient faire de la compétition, ça. Ouais. Les mecs qui ont jamais fait de compétition dans les autres sports, ils sont fébriles. Et les mecs et les filles, hein, pas de toute façon, je suis désolé s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais dès qu'il y a un truc qui va pas comme ils l'ont prévu, parce que les gens se rendent pas compte en fait que à l'entraînement t'es confortable. Tu passes à ta série quand t'es prêt, t'as bien dormi la veille, t'as mangé 2 heures avant l'entraînement, t'es dans les meilleures conditions optimales pour PR. En compétition, c'est pas du tout ça. Tu peux te peser à 7 heures et passer à 18 heures, tu vois. Il y a des trucs imprévus de ouf. Il faut déjà être au poids, il faut passer quand on te dit de passer, il faut tourner dans la salle d'échauffement. Il y a plein de petits imprévus qui sont que si t'as jamais fait de compétition, alors de power en tout cas, tu peux pas avoir prévu, mais que si tu as déjà fait de la compétition dans d'autres sports, t'as l'habitude de te retrouver dans ces compétitions. Quand tu joues à l'extérieur, moi j'ai fait du basket ou du rugby, quand tu joues à l'extérieur, c'est pas pareil que quand tu joues à domicile, tu vois. Ouais. Donc quand t'es sur ton matos à la salle, c'est pas pareil que quand t'es sur du matos de compétition. Alors même pas de compétition, mais dans une autre salle. T'es pas habitué, c'est pas ton banc, c'est pas ton tapis. Peut-être tu glisses. Et en fait, il y en a qui vont chercher ça comme des excuses. Et après, ils vont pleurer, ils vont se dire oui, j'étais pas dans les bonnes conditions, le matos était... En fait, on s'en bat les couilles, en fait. Tout le monde était dans la même compétition le jour J. Donc ce qui fait la différence, c'est qui avait le mindset et qui a pu performer au meilleur de ses capacités avec les circonstances du jour J, tu vois. Et c'est tout ce que les gens retiennent. Donc les excuses, les gens qui craquent mentalement, qui font des mauvais choix et tout, ça se voit littéralement par rapport à quelqu'un qui a déjà fait de la compétition, même qui a jamais fait de FA, mais qui a déjà fait de la compétition dans d'autres sports. Et ça, je trouve que c'est un esprit dont les gens manquent. En tout cas en FA, je sais pas pour les autres sports, mais j'en perds mes lunettes tellement ce sujet m'anime. C'est la première fois que j'en parle. Mais... où des gens vont sur Instagram se trouver des excuses ou se plaindre ou je sais pas, avoir des mauvaises attitudes
ou se justifier parce qu'ils n'ont pas les mêmes perfs à l'entraînement ou qu'en compétition et inversement. Ok, ouais. Et en fait, tu vois, en fait, c'est un comportement de gens, ils sont tellement matrixés par la FA, tu vois. On connaît tous des gens comme ça, ils sont matrixés par la FA, ils ne vivent que par ça. Et dès que ça se passe pas comme ils veulent en compétition, un truc, les mecs se replient sur eux-mêmes, c'est la fin du monde et tout. Frérot, quand je faisais du basket et du rugby, tous les week-ends, il y avait match. Alors après, je comprends. Nous, au rugby, au basket, tous les week-ends, il y a un match. Donc parfois, tu te prends une tôle, parfois, tu gagnes. Et quoi qu'il arrive, la semaine d'après, t'es à l'entraînement et t'oublies, tu vois. La force athlétique, je comprends dans le sens où c'est comme les sports de combat. Tu te prépares pendant des mois pour une échéance qui arrive et si tu performes pas ce jour-là, eh ben, tu peux pas te rattraper la semaine prochaine, la semaine d'après, tu vois, c'est mort. Donc je comprends qu'il y a plus d'enjeux. Mais au bout d'un moment, faut relativiser quand même, tu vois. Et je trouve que les gens qui n'ont pas fait de compétition avant, ça se voit, ils sont fébriles. Ils sont trop dans leurs émotions, ils sont trop... alors bien sûr, il faut pas non plus shut down et il faut être conscient de l'événement, mais tout est dans la mesure, tu vois. Et ça se voit encore, je pense que ça s'acquiert avec l'expérience, et c'est pour ça que quand tu débutes, j'encourage les gens à faire un maximum de compétitions, parce que comme ça, vous prenez de l'expérience, et le plus vite vous êtes adapté aux circonstances, même si elles changent de compétition en compétition, mais le plus vite vous connaissez, et le plus vite vous arrivez à gérer ces circonstances-là. Ok, ouais. Mais ceux qui ont jamais fait de compétition, ça se voit, et dans tous les sports confondus, ils sont fébriles, et le plus vite vous pouvez faire de la compétition, le mieux vous vous portez. Ouais, et à l'inverse, il y a l'idée de ouais, je ferai des compètes quand je serai prêt, quand j'aurai atteint mon top niveau, alors qu'en réalité, du coup, ce qui se dit, t'es pas la première personne à m'en avoir parlé, etc. Tu vois, j'ai des amis qui font du powerlifting et tout qui m'ont déjà dit. À partir du moment où, je veux dire, t'as déjà un petit niveau, tu vois, faut direct commencer. Parce que tu te verras évoluer de compète en compète, tu vas gagner de l'expérience, de la maturité, et surtout, ça va te permettre de, dès que tu commences à avoir des barres sympas, de pas te pointer là pour la première fois et perdre je sais pas combien sur tes barres juste à cause du stress, de l'organisation, des trucs comme ça et tout, quoi. C'est clair. Et de toute façon, à cette question de quand est-ce que je peux commencer, quand est-ce que j'ai un total assez bon pour commencer la compétition, moi, je sais plus qui m'avait dit ça, mais j'ai un truc ça m'a fait un déclic. C'est de toute façon, quoi qu'il arrive, ta première compétition sera ta pire compétition. Ce sera ton plus petit total. Si tu fais bien les choses, tu vas progresser avec le temps. Donc ta première compétition, quoi qu'il arrive, ce sera ton pire total. Et personne va se rappeler de ta première compétition, en fait. Le problème, ça vient du fait que, en fait, comme c'est un sport récent, il y a beaucoup de gens qui commencent et au bout de 6 mois, 1 an, ils sont champions de France, champions de je sais pas quoi, records de je sais pas quoi. C'est parce que c'est un sport récent. Forcément, les records sont récents. Maintenant, encore, c'est plus difficile. Parce que maintenant, il y a vraiment des monstres, tu vois. Mais je pense que les gens qui ont commencé il y a quelques années ont commencé avec cette idée de ouais, au bout d'1 an ou 2 ans, je peux faire les France, tu vois. Donc, en fait, il y a cette idée de dire, comme tu vois des gens qui commencent et au bout de 6 mois, 1 an, ils sont déjà dans les compétitions de championnat de France, de se dire, putain, en fait, moi, quand je commence, il faut que je sois direct à ce niveau-là. Alors que pas du tout, il n'y a aucune pression. Commencez, même si vous avez 6 mois de muscu, même pas, commencez le plus tôt possible. Dès que vous avez une compétition, inscrivez-vous. Et faites en sorte de surtout accompagner, c'est ça qu'il faut. C'est sûr que ne commencez pas une compétition, peut-être si vous avez personne pour vous accompagner, mais si vous êtes dans un club, ou vous êtes de toute façon, pour faire une compétition, il faut être licencié, donc souvent vous êtes licencié dans un club, donc faites-vous encadrer, et le plus tôt vous commencez, le mieux ce sera. Et il n'y a pas de honte à avoir si vous avez un bench. Souvent, c'est le bench qui bloque. Moi, je sais que c'est le bench qui bloquait. Tant que j'avais pas 100 kg au bench, je voulais pas faire de compétition, tu vois. Parce que je trouvais ça ridicule. Alors que mon bench, il est toujours ridicule. 3-4 compétitions après, mon bench est toujours ridicule. Donc, comme quoi, ça change rien, quoi. Ok, je vois. Mais ouais, en vrai, hyper intéressant comme message. Et je pense qu'il y a des personnes là qui font du powerlifting. Parce que je sais que dans les auditeurs, il y a de tout. Il y a des streeteux, il y a des power, il y a des go muscu, il y a de tout. Bah, en vrai, ça peut être un très bon conseil, ça, pour le coup, de pas se mettre des attentes et d'y aller le plus tôt possible. Comme ça, au moins, tu te construis directement en compétition et tout. Et justement, en vrai, je pense que ça peut être hyper motivant de dire, bah voilà, je fais ma première compétition. À la deuxième, genre, j'ai plus 20 kilos, plus 30 kilos sur mon total et tout. C'est hyper motivant au final. Donc voilà. Et comme tu l'as bien dit, ta première compète, c'est forcément la plus nulle. Si tu fais bien les choses, que tu progresses à côté. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais ok, hyper intéressant. Et du coup, je pense qu'on va finir sur un dernier petit point. Là, ça fait déjà hyper longtemps qu'on recorde en vrai, donc on va pas trop traîner. 1h15. Mais ouais, on avait finalement, tu vois, on avait pas mal de choses à dire en vrai, donc c'est cool. Moi, j'ai tout le temps que tu veux, hein. Pas de yes, bah c'est surtout moi, tu vois, genre, bon, les personnes qui écoutent ça, tu vois, je suis en semaine actuellement, j'ai cours demain, donc tu connais, organisation,
aux petits oignons. Je connais pas, moi. T'as plus de problème, ouais, visiblement. Mais même quand je l'avais, j'étais pas organisé. Donc, Mais ouais, donc la question, alors ouais, je t'ai demandé en off tout à l'heure, du coup, si ça te dérangeait de l'aborder, tu m'as dit que non, pas du tout, au contraire. C'est par rapport au drama récent que t'as eu avec Marvel Fitness. J'ai pas dit au contraire, j'ai dit si tu veux en aborder. Ouais, après je sais que tu voulais un peu clore le truc, c'est pour ça. Je veux plutôt parler. En fait, tu vois, genre, je veux dériver après sur un truc en général qui est les haters sur les réseaux sociaux, tu vois. Parce que ça, je pense que ça peut être hyper intéressant de débattre là-dessus en général. Mais bon, bref, pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant, je vous invite à aller écouter le podcast d'Hugo qui détaille vraiment tout, ou la vidéo YouTube. On va pas revenir là-dessus parce que voilà, ça a déjà été assez étalé, etc. Mais toi, comment... Parce que, bon, pour le coup, c'est, on va dire, une vague un peu inhabituelle, même si tu t'y attendais peut-être pour le coup. Comment t'as géré ça? Enfin, comment tu t'es dit, quelle impression ça t'a fait? Et même si tu t'y attendais, est-ce que au final, ça t'a quand même impacté ou non? Juste pour le contexte, si les gens sont pas au courant du tout, sans revenir sur l'histoire, en gros, Marvel Fitness, que tout le monde connaît, a fait une vidéo où il insultait tous les powers. Et j'ai fait une vidéo réponse là-dessus, et donc du coup, effectivement, je m'en suis pris plein la gueule. Alors effectivement, il a pas fait sa vidéo pour rien, on a eu quelques échanges en story et sur Twitter qui a déclenché sa vidéo, entre autres. Mais bon, pour toute l'histoire, les gens reviendront. Donc en gros, effectivement, je suis parti un petit peu en croisade contre Marvel Fitness. Effectivement, j'aurais pu choisir un meilleur adversaire comme premier drama du Fit Game, mais en même temps, bon, je me suis dit, si j'ai pu survivre à ça, je peux survivre à n'importe quoi, tu vois. Voilà. Honnêtement, je m'attendais à pire que ça. Honnêtement, j'ai été assez déçu. Alors, je pense que ça vient pas de lui, dans le sens où je pense qu'avec toutes ces histoires avec la justice, il a été calmé, tu vois. Donc, il pouvait pas autant se lâcher qu'à l'époque, tu vois. Donc ta question c'était quoi? Comment t'avais géré les retours, toute la hate qui arrivait d'un seul coup, quoi, au final? Au final, j'en ai pas reçu tant que ça. Au final, il y a un truc très simple, hein. Les gens qui disent gérer la hate, il y a un truc qui s'appelle très simple, ça s'appelle éteindre les notifications, et il se passe plus rien en fait. Tous les dramas, c'est sur internet, sur Twitter, et dans la vraie vie, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, il y a personne qui va venir vous voir pour vous insulter ou dire des trucs. Au contraire, ça va être que des trucs positifs. Donc, à partir du moment où vous éteignez les notifications, il se passe plus rien en fait. Donc, tous ces gens-là, pour moi, n'existent pas. C'est pas des vrais gens. J'en ai jamais rencontré. Des gens qui ont des têtes de manga et qui parlent fou toute la journée, j'en les vois pas dans la rue. Donc, ces gens-là n'existent pas pour moi, tu vois. Donc, ils existent que sur Twitter. J'attends de les rencontrer, hein. S'ils me voient, il n'y a pas de problème, on peut discuter, il n'y a pas de problème, je suis là, il n'y a pas de galère. Ensuite, je m'attendais à pire dans le sens où en fait ils avaient rien. En fait, ils avaient rien de. Le seul commentaire qui revenait, c'était t'es qui? Parce que du haut de mes 4000 abonnés, j'ai osé me dresser contre Marvel. Mais en fait, si c'est tout ce que tu as, qu'est-ce que je te dise? Tant que tu me réfutes pas sur mes arguments, en fait, le seul truc qui aurait pu me faire cogiter, c'est si y avait des gens qui étaient venus argument par argument et avaient démonté ma vidéo. Mais les commentaires que je recevais, c'était je viens de la commune Marvel, j'ai vu ta vidéo, putain, effectivement, t'as raison, je m'abonne à ta chaîne. Ah oui. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était pari gagnant, c'était le but de ma vidéo, et ça a été pari gagnant sur toute la ligne. Je pense qu'en fait, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il n'aurait jamais dû me répondre. Et encore une fois, si les gens, j'invite les gens qui sont vraiment intéressés par ce genre de truc à regarder mon podcast dessus pour voir toute l'histoire, mais j'ai pas du tout fait ça au début sur les stories pour l'interpeller. Je l'ai pas tagué, je pensais pas qu'il verrait mon petit commentaire sur sa vidéo, donc enfin le petit commentaire que j'avais fait en story sur sa vidéo, donc c'était pas du tout pour chercher le buzz. Mais l'erreur qu'il a faite en fait, ça a été d'essayer de m'afficher sur Twitter. Et donc à partir de ce moment-là, moi ça m'a ouvert la porte à effectivement ce drama en fait. J'ai eu l'option de me dire est-ce que je vais à fond, je joue la carte du drama parce que je sais ce que ça peut me rapporter en termes d'exposition, sans me compromettre, tu vois, parce que une fois que tu ouvres cette porte-là, c'est le bordel, hein. Comme tu te dis, t'as des gens qui viennent de nulle part, etc. et tout, pour te scruter, pour voir ce que tu fais, pour sortir les moindres trucs que t'as déjà fait et tout. Donc c'était le piège de pas tomber là-dessus, mais dans ma tête, une vidéo réponse, ou en tout cas ne pas laisser sa vidéo sans réponse, la vidéo qu'il a fait qui était vraiment une vidéo à charge contre le powerlifting, c'était important, tu vois. Ouais. Donc je l'ai fait, et si c'était à faire, je le referai. Et comment j'ai géré ça, j'en parle vraiment dans mon podcast, mais je pense que c'était pas vraiment de la haine contre moi, c'était plus des défenseurs de Marvel, tu vois. C'était plus des commentaires du genre tu sais pas ce qui t'attend, il va revenir en vidéo te niquer, tu vois. C'était pas vraiment de la haine contre moi en mode alors oui, il y a eu quelques petits commentaires du genre t'es un vendu, etc. Mais en fait, quand tu sais au fond de toi qui tu es,
et pourquoi tu fais les choses, et que 99% des gens voient aussi pourquoi tu fais les choses, et que c'est qu'une minorité, quand tu sais vraiment qui tu es, t'as pas de problème avec ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça m'entend pas. Et je pense que le problème des gens qui se plaignent, alors après on est tous différents, hein. Je pense pas que je me suis fait cyberharceler, en tout cas au niveau que d'autres gens se plaignent, mais quand ça commence à t'atteindre ces trucs-là, c'est que toi tu crois ce qu'ils disent en fait. Tu crois que ce qu'ils te disent, il y a une part de vérité dedans. Et c'est ça le problème en fait. C'est que si ces commentaires-là t'atteignent, c'est qu'au fond de toi, il y a un truc que t'as pas résolu, tu vois. Donc moi je sais qui je suis, et en tout cas sur ce coup-là, les gens qui faisaient des commentaires là-dessus, sur t'es invendu, sur tu cherches du drama, tu cherches de l'exposition sur le dos de Marvel, etc. Moi je sais pourquoi j'ai fait les choses, je sais pour qui je suis, et donc du coup ça m'atteint pas ce genre de commentaires, parce que je sais que c'est pas vrai. Quand ça t'atteint, c'est que tu sais qu'il y a une part de vrai derrière, et moi comme ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été difficile de gérer ça, parce que je sais que tous ces commentaires là sont pas vrais. Et comme je t'ai dit, de toute façon, à partir du moment où t'en as marre, tu fermes Twitter et tout ça, ça s'arrête. Hein. Moi, ma vie est hyper posée. Je suis entouré de gens qui m'aiment, que j'aime, qui me tirent vers le haut. J'ai des trucs à faire dans ma journée. Je suis pas là à être sur les réseaux sociaux tous les jours, même si c'est une grosse part de ce que je fais parce que j'en ai besoin pour tout ce que je fais. Mais moi, je vis très bien. Hein. Donc, franchement, pas de galère à ce niveau-là. Ok, ouais. Et j'ai été très surpris et content des réactions que j'ai eues sur la vidéo d'ailleurs. Ouais, bah en vrai, oui, du coup, genre quand t'avais partagé un peu en story et tous les retours, au final, c'était quand même ultra positif. Même des gars de sa commu, c'est 100% positif, se sont plutôt tournés vers toi, etc. Et tant mieux, du coup. Et aussi, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, et après, je pense qu'on aura globalement fait le tour du sujet, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. C'est que, en général, imaginons t'as 99% du temps, les gens ils te souhaitent du positif, ils t'encouragent, etc. Tu vas forcément noter 100 fois plus le petit 1% qui va pas, tu vois, le 1% de hate, le 1% de hater, etc. Alors qu'au final, comme honnêtement, tu l'as dit... honnêtement, moi perso, ouais, mais honnêtement, ouais. Après c'est peut-être parce qu'on est petit encore, dans le sens où tu vois, quand t'es à 3-4 000 abonnés, même un peu plus, je pense, tous les gens qui te regardent, c'est des gens qui te supportent, tu vois, dans le sens où des gens qui kiffent ton contenu. Les vrais haters, tu les as quand vraiment t'as un succès de ouf, et les gens ils détestent ta gueule, tu vois, ils détestent ta personnalité, ils détestent ce que tu renvoies. Mais quand t'es encore petit, je veux dire, t'as pas de haine. Moi, juste avant ce truc là, j'avais que des commentaires positifs sur mes vidéos, tu vois, j'ai jamais eu peut-être un ou deux dislikes de temps en temps, tu vois, mais jamais un commentaire de rageux, tu vois. Donc même le 1%, honnêtement ça me passe au-dessus, mais d'une force ouais, moi pour l'instant. Après je sais pas, si un jour je me le souhaite, j'ai 100 000 abonnés, mais toi tu as déjà retrouvé en fait pour l'histoire, j'avais fait un réel il y a plusieurs mois de ça, sur Insta, qui avait, bon, tu connais, magie de l'algorithme, explosé. Genre, il avait fait, je crois, 60K de vues, un truc comme ça. Pour mon compte, c'était vraiment pas mal. Et forcément, plein de commentaires, alors du positif et tout. C'était un réel où je parlais de la créatine en plus. Donc, tu sens le truc arriver. Et genre, majoritairement, les commentaires, c'était du positif et tout. Mais je me suis quand même pris une bonne saucée de mecs qui étaient en mode ouais, mais tu vas voir un cancer, tu vas perdre tes cheveux et tout. Comme ça. Quoi? Ouais, tu sais, en mode les mecs, ils y connaissent rien, qui se prennent pour le daron docteur de 50 ans, un peu des teubés. Et enfin, genre ça, tu vois, typiquement, c'est exactement pour ça que je vais pas sur TikTok, tu vois. Parce que... Ah, t'as pas de TikTok? Non, surtout pas. Alors là, je refuse de mettre les pieds là-bas, même si ça pourrait optimiser ma croissance, justement pour ça, parce que je me dis, mais... Mais moi, je regarde pas les commentaires. Je publie, je regarde aucun commentaire. Ouais, je veux dire, je pense le réel de Rob, il a fait... Non, mais j'ai le réel de Rob, il a fait 1 million de vues, il a fait 370 000 sur TikTok, où... Donc du coup Rob, pour ceux qui connaissent pas, Rob Transformer, c'est quelqu'un que moi je m'entends très bien avec lui, mais il y a des gens qui peuvent pas, qui kiffent pas du tout ce qu'il dit. Je ne regarde aucun commentaire parce qu'il y a 900 commentaires sous la publication. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Donc après c'est différent parce que c'est pas un truc que j'ai posté. Enfin je l'ai posté, mais c'est pas moi qui dis les trucs. Aussi, oui. C'est différent. Mais je te jure que TikTok, je ne regarde aucun commentaire. Je poste, je dégage. J'utilise même pas l'application. Je scrolle jamais sur le feed. Je ne follow personne, en tout cas sur le compte du Rendez-vous Musclé, et sur mon compte perso très peu. Je poste et je me casse. Ouais. C'est tout. Mais c'est une bonne chose. Mais moi, tu vois, j'aurais peur de justement, une fois que j'ai l'appli et tout, tu vois, commencer à...
tu vois, sans que tu t'en rends compte, tu rentres dans le cercle de l'appli et tout, tu vois des mecs qui te mettent des commentaires et après t'as envie d'y répondre, enfin tu vois le délire. C'est pour ça. Non, faut pas répondre. Moi, la règle, c'est que je réponds qu'aux commentaires positifs. Après, ça peut paraître genre, ah oui, t'as peur du débat, de la conversation, etc. J'ai aucun peur du débat. En fait, le débat, c'est sur le podcast. Si c'est pour débattre dans les commentaires YouTube, ça m'intéresse pas. Il y a des gens, ils ont pas de vie. Ils se sentent un peu intéressants que quand ils écrivent un paragraphe sur les commentaires YouTube. Parfois, j'ai juste envie de dire, j'ai pas lu, tu vois. Mais même ça, je sais que si je l'écris, ça va leur redonner de la force. Ils vont se sentir importants, donc je réponds pas. Je lâche un like que sur les trucs commentaires. Ou alors, quand j'ai une petite punchline un peu marrante sur un commentaire négatif, je la sors. Sinon, je ne donne aucune attention. Et le meilleur... je sais pas exactement comment c'est le proverbe, mais le pire truc que tu peux faire à quelqu'un, c'est l'ignorer. C'est le pire truc que tu peux faire. Donc effectivement, c'est pas satisfaisant quand tu ignores quelqu'un parce que tu sais pas comment il réagit. Quand tu veux le faire rager, c'est pas satisfaisant d'ignorer, tu veux voir sa réaction. Mais crois-moi que c'est dans tout, hein, c'est pas forcément que dans les commentaires YouTube, dans la vie, dans les relations, etc. et tout. L'ignorance, c'est le pire truc que tu peux faire à quelqu'un. Parce que quand tu lui donnes de la haine ou de la rage, tu lui donnes de l'importance, tu lui donnes de l'attention. Et ça, on est dans l'attention, c'est ce que les gens crèvent le plus aujourd'hui. Donc, le meilleur truc que tu peux faire, c'est l'ignorance. Mais c'est pas satisfaisant comme réponse, donc c'est difficile. Mais c'est le meilleur truc que tu peux faire. Bon, en vrai, c'est intéressant comme façon de penser. C'est différent de certaines personnes qui se diraient plutôt, ouais, bah tu vois, les haters, je vais essayer de répondre, etc. Je vais essayer de trouver... un terrain d'entente et tout, mais toi ouais non, tu t'ignores totalement et au final tu pourras jamais les convaincre, de toute façon tu pourras jamais les convaincre. À partir du moment où ils te détestent, c'est vrai que tu peux pas faire grand chose à part juste t'en foutre quoi. Même pas si c'est pas personnel, si le mec il croit que la créatine ça te donne un cancer, qu'est-ce que tu veux lui dire pour lui faire croire autre chose? Oui bah c'est vrai, ça sert à rien, tu lui sors une étude, il va te dire que c'est fake, ouais. Mais non, lui il y a un go muscu qui lui a dit ça et il le croit, c'est tout, voilà, qu'est-ce que tu veux. Il va te dire ouais, moi j'ai un mec à la salle, il fait 180 au développé couché, toi t'as même pas 18 ans et tu fais je sais pas c'est quoi tes perfs. Ouais, déjà les mecs ils veulent te tacler sur des terrains qui n'ont aucun rapport, tu vois, avec bref. Oui. C'est le principe du hater, tu me diras. Hein, après, à ta décharge, c'est que t'es aussi, et ça je te le dis, je suis là pour te donner des fleurs aussi, c'est que c'est hyper impressionnant le truc que tu fais à ton âge. Moi j'ai repéré ça direct, et même si on a bossé ensemble avec les forceux et que je trouve que j'ai pas pu t'apporter autant que ce que j'aurais voulu t'apporter, je continue sur les réseaux, je suis sûr que tu vas percer de ouf, ça j'en suis certain. Après je veux pas trop te dire de compliments parce que sinon tu vas prendre la confiance, tu vas arrêter de faire des efforts, tu vois. Mais et donc peut-être avec ton âge t'as pas t'es peut-être pas aussi, c'est normal, ta personnalité elle va changer, tu vas devenir qui tu veux être plus tard, etc. Moi, à 25 ans, je peux te dire des trucs que jamais j'aurais pu avoir cette conversation qu'on a à ton âge, tu vois. Ouais, c'est clair. Si j'avais eu le drama avec Marvel à 16 piges, ma réaction, elle aurait été complètement différente que maintenant, tu vois. Ça, je peux te le dire avec ma petite expérience du haut de mes 25 ans, et parce que maintenant, je sais qui je suis, et surtout, je sais où je vais aller, tu vois. Je sais quel genre de personne je vais être. Mais à ton âge, mais jamais j'aurais pu te parler comme ça, et jamais j'étais à des années... je pense que t'as quel âge, 16, 17 ans? Je vais sur mes 18, ouais. Tu as 18. À cet âge-là, je voulais travailler en finance à la défense. Ouais, aucun rapport. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais je sais pas comment t'expliquer, mais en mode, je suis conscient, tu vois, que je sais pas comment expliquer. Je suis un peu sur, tu vois, cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, je m'entoure que de personnes qui sont, en vrai, de ta tranche d'âge, tu vois, genre entre 19 et 25-26 ans, tu vois. Donc du coup forcément tu t'imprègnes. C'est ma tranche d'âge, mais c'est la fin de ma tranche d'âge, hein. Je vais sur mes 26, on est plus trop dans la tranche d'âge. Tu vas commencer à devenir vieux là. Non mais tu vois genre forcément tu t'imprègnes, du coup tu gagnes en maturité, etc. Mais d'un autre côté j'ai encore mon âge. J'imagine que les contenus que t'écoutes en podcast c'est plus adulte. Ouais. Les contenus que tu dois écouter toi en podcast, etc. Bien sûr. Et puis, mais je pense que ça doit être frustrant, hein. Ça doit être frustrant aussi, hein. Mais ça payera, t'inquiète pas, tu seras tellement en avance sur les autres que quand t'auras mon âge, tu seras tellement loin, t'inquiète. Hein. Mais ça sous condition que tu continues à faire tes efforts. Pas que c'est la dalle qui donne l'heure. Je sais que je n'en doute pas. Mais je pense que ça peut être un peu frustrant d'avoir ce niveau d'ambition et de maturité sur cet âge-là où peut-être les autres mecs à côté de toi ils pensent qu'à faire la fête, à savoir à quelle université ils vont être, etc. Et tu peux te sentir un petit peu en décalage, tu vois. Mais
t'inquiète pas que t'as déjà gagné la vie, mon gars. Si tu continues à être déter comme ça, c'est tout. Quand ces gens-là, ils seront paumés à 25-30 ans, ils vont changer de voix. Moi, je les vois maintenant. Hein. Ces gens-là qui faisaient la fête quand on avait le même âge et tout. Ils sont arrivés à la fac, ils ont redoublé, ils ont changé de voix 12 fois, ils sont dans un taf qu'ils détestent, ils ont galéré à trouver ce taf et en plus ils le détestent, ils n'ont pas de stage, ils gagnent pas assez de thunes, ils sont en galère et ils se sont fait larguer par leur mec ou leur... Tu vois, ouais. La vie c'est long. Et quand toi tu planifies ta vie sur 5, 10, 20 ans en avance, et ben les gens qui pensent juste à quelle soirée ils vont être dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, où ils vont être dans 6 mois plus tard, bah tu les dégommes. Parce que toi, t'as planifié sur 10 ans. Donc le mec qui voit au jour le jour, et encore une fois, on n'a pas tous les mêmes circonstances, bien sûr. Effectivement, il y en a, ils peuvent pas se permettre de planifier sur 10 ans, tu vois. Il faut qu'ils taffent, il faut qu'ils payent leur loyer, leur facture, il faut qu'ils mangent demain et tout. Donc ils ont pas ce luxe, tu vois. Je pense que toi et moi, on a cette chance-là. C'est clair. Et donc moi, je pense que ce serait vraiment un crime pour le coup de pas en profiter, de pas capitaliser sur son potentiel quand on a cette chance-là, tu vois. Mais quand tu penses comme ça, mais les gens qui pensent que sur 6 mois, tu les dégommes. Et encore une fois, moi je suis passé par cette case-là aussi, de faire la fête, etc. et tout aussi. J'en suis même encore en plein dedans aussi, même si je m'éloigne, tu vois. Mais tu vois la différence tout de suite. Et t'inquiète pas que moi je suis à l'âge où je pense que ça commence à se payer, mais c'est encore pire par la suite. 30-40 ans, mais je pense que ça va être un carnage. Donc si toi, t'as cette maturité et cette ambition à cet âge-là, mais c'est que bénéf. Et sur le long terme, tu verras encore plus tes résultats que maintenant. T'inquiète pas. Mais continue à faire des efforts. Bah bien sûr. Non mais en vrai, c'est pas facile. Tu vois, je sais que là je suis loin, mais tu vois, loin encore de ce que j'ai envie d'atteindre etc. Mais je suis content d'avoir commencé tôt. Normal. Et tu seras jamais satisfait. Je suis content d'avoir commencé tôt. Ouais, non, de toute façon, je pense qu'on sera jamais satisfait. Ça, c'est clair net. Mais je vais te dire un truc, c'est que ce week-end, quand on était à Birmingham avec Arthur et moi, on a les mêmes inspirations, on regarde les mêmes youtubeurs et tout. Et on se dit toujours, on se motive, tu vois, sur les stories, et on se dit, putain, un jour on sera là et tout, machin et tout. Et quand on était à Birmingham, on était en train de s'entraîner ensemble, et il prenait des photos pour sa marque de vêtements, et moi je l'ai aidé à prendre des photos, un petit peu les coulisses. Je le prenais lui en train de prendre des photos pour qu'il ait des images un petit peu des coulisses et tout. Et dans ma tête, je pensais, putain, là, Arthur, il est en train de prendre des photos pour sa marque de vêtements. Moi aussi, je suis en train de prendre des photos pour ma marque de vêtements. Mais Arthur, il est plus avancé, il a plus d'abonnés, il fait plus de commandes et tout. Genre, putain, t'es pas là où tu devrais être, tu vois. Et après, je me suis pris 5 minutes pour reculer et je me suis dit, mais attends. Mon gars, t'es en train de vivre la vie des youtubeurs que tu vois sur YouTube, tu vois. Bon, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais t'es en train de vivre la vie que t'as toujours voulu avoir. Oui, t'en vis pas encore. Oui, t'as pas autant de commandes que tu voudrais. Oui, t'as pas autant d'abonnés que tu voudrais. T'as pas autant de vues que tu voudrais, tu vois. Mais t'es en train de vivre la vie que t'as toujours voulu vivre. Et ça, c'est plus que 99% des gens qui vivent sur cette planète, tu vois. Donc, j'ai pris vraiment 5 minutes et vraiment, je l'ai fait un effort conscient, tu vois, de prendre 5 minutes et de me dire, attends. Mon gars, t'es à Birmingham. On est en train de s'entraîner avec des créateurs de contenu comme toi. Il y avait Lucas Gouif à côté. Lucas Gouif, pour ceux qui connaissent pas, c'est le daddy du fit game français, tu vois. Moi, je regardais ses vidéos quand je commençais à muscu, tu vois. Il était là derrière moi. On venait de faire un podcast ensemble, de filmer ensemble et tout. Genre, à quel moment t'es là en train de te plaindre que tu fais pas assez de vues, pas assez de commandes ou je sais pas quelle excuse de merde, tu vois. Genre, je me suis vraiment pris 5 minutes à me dire, profite. Pose la caméra, profite, tu vois. Et c'est vraiment un effort conscient que j'ai dû faire et de me rappeler tous les jours que oui, t'es pas là où tu veux être et de toute façon, même quand tu seras pas content, tu vois. Mais vraiment, à chaque étape, prendre, même si c'est que 5, 6, 10 minutes pour savourer le chemin parcouru et profiter parce que je pense que si tu savoures pas le chemin, en fait, le but, ça doit pas être l'arrivée, ça va être le chemin, tu vois. Tout le monde dit ça, ça casse les couilles, je vais arrêter de le dire, tu vois, mais c'est vraiment un effort conscient qu'il faut faire de savourer chaque étape parce que tu te rends pas compte, ça passe tellement vite. Il y a 6 mois, j'étais tellement loin de là où je suis aujourd'hui et il y a 1 an, j'étais encore plus loin, tu vois. Ça passe tellement vite. Et donc, c'est important de savourer chaque étape, je pense, et c'est un effort que moi, j'essaye de faire consciemment parce que sinon, t'es un hamster qui court et qui arrive jamais là où il veut aller et au bout d'un moment, tu burn out et tu clames, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est un effort que moi j'essaye de faire de plus en plus et que je t'invite à faire le plus tôt possible aussi toi. C'est plus tu avances, plus savoure, même si c'est que 5-10 minutes le chemin parcouru parce que c'est important. Ouais, c'est clair. Bah tu sais, des fois genre je me regarde et tout, tu vois, je vois le nombre d'abonnés que j'ai sur Insta, je vois le contenu que je fais et tu sais, des fois je me dis ah ouais, tu vois, c'est pas les résultats que je veux, moi j'aimerais être beaucoup plus haut, etc. Puis après tu te poses et tu dis non mais attends, toujours. Je regarde en arrière. J'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 15 ans. Tu vois, des fois, c'est sur le physique aussi. Des fois, tu te dis, après, je pense que le physique, c'est aussi un truc parce que, tu sais, on est la génération et tout, tu vois. Mais
des fois, tu te dis, ouais, je suis pas là où je voudrais, tu vois. Et après, tu regardes en arrière et tu te dis, le chemin parcouru en 2 ans, il est insane quand même. Et faut savoir savourer, même s'il faut toujours, comme tu l'as dit, avoir cette mentale de continuer à grind et tout, tu vois. Faut pas rester sur ses acquis, mais faut savoir être satisfait de ce que t'as obtenu, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Comme dirait Christian Guzman, proud but never satisfied. C'est cliché, mais c'est bah ouais, de ouf. Fier, mais jamais satisfait, comme traduction. Bah, c'est quoi la suite pour toi? Parce que du coup, je te vois plus trop sur YouTube, là. Tu fais des podcasts, mais YouTube, il se passe plus pour être chose, honnête, là, si j'ai essayé, tu vois, de m'y mettre à YouTube et tout. Et c'est pas... J'arrive pas à adhérer, en fait, tu vois. Après, peut-être que j'ai pas trouvé le format qui me correspond le plus. Je sais pas. Mais d'un autre côté, j'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit et tout. Et moi, pour le coup, tu vois, comparé à toi, Instagram, c'est ma plateforme première. Et le podcast, je veux pas dire que c'est secondaire non plus, parce que je poste un podcast toutes les semaines, etc. J'essaie vraiment de le développer. Mais j'ai déjà mes 2 trucs. Et pour moi, ça me suffit amplement, surtout si je vois que YouTube, c'est plus me forcer à aller sur la plateforme qu'une envie, etc. Même si je sais que dans mes abonnés, il y a des gens qui aimeraient me voir dessus, tu vois, genre... Ouais. Non, mais au moins tes podcasts, faut qu'ils soient... Tu vois, ça peut être que le podcast, mais qu'est-ce qui t'empêche de... Tu vois, tes petits réelles motivations que tu les fais? Fais des shorts. Tu les mets sur YouTube, tu les uploads en short. Vrai, pourquoi pas. Ça te coûte rien en plus, tu vois. Ça te coûte rien en plus. Répondre au maximum, ouais, t'as raison. Et parce que YouTube, c'est ce qui construit. Et après, si plus tard t'as envie de faire des vlogs ou des contenus d'autres, t'as la base, tu vois, t'as la chaîne, elle est là, t'es pas obligé de la créer et tout, repartir à zéro, tu vois. Parce que, mine de rien, il y a plein de... Tu vois, avant c'était Facebook, après c'était Instagram, maintenant c'était TikTok, Snapchat. Dans 5 ans, ce sera un autre truc qu'on n'aura pas vu venir. Mais qu'est-ce qui a été toujours constant pendant ces années-là? YouTube. Ouais, c'est vrai, ça a pas bougé, ça. Qui est derrière YouTube? C'est Google derrière YouTube. Google, c'est le moteur de recherche. Ce qui fait que quand tu tapes street lifting, tu peux tomber sur les vidéos de Noah, tu vois, parce que t'es sur YouTube. Alors que si t'es que sur Instagram, tu vas taper street lifting, personne va tomber sur son Instagram. Et ça, c'est l'élément principal, l'atout principal de YouTube, en plus de la monétisation. Parce que si tu veux vivre un jour de ta création de contenu, Instagram, il te paye pas, TikTok, il te paye pas, personne te paye comme YouTube te paye. Ouais, c'est vrai. Donc ça aussi, c'est mine de rien, c'est important. Surtout si tu veux du podcast. Moi, depuis que la chaîne du podcast, elle est monétisée, mais elle fait quasiment autant de revenus que ma chaîne principale, alors que j'ai beaucoup moins de vidéos, tu vois. Ouais, c'est clair. Et j'ai beaucoup moins de vues. Bah, faudrait que je commence mine de rien, ça joue dans la balance aussi, parce qu'au bout d'un moment, on aime tous partager et tout gratuitement, il n'y a aucun problème. Je fais tout ça pour les gens. Mais au bout d'un moment, il faut quand même que tu puisses... Si tu veux continuer à faire ça, il faut que tu puisses payer ton loyer, tu vois. Toi, t'en as pas encore le problème. Moi, je déménage là à la fin du week-end. Donc, ça a commencé à devenir un problème. Donc, il faut commencer à gagner de l'argent avec ça, tu vois. C'est normal. Ouais, totalement, t'as raison. Donc, mine de rien, YouTube, c'est la plateforme principale. Et même, pour construire une relation avec ton audience, et si après, tu veux vendre des trucs derrière, rien ne convertit autant que YouTube. Instagram, les gens, ils like et tout, mais je les vois même sur TikTok. Les gens, ils ont des 1 million d'abonnés sur TikTok, mais personne... Moi, quand je regarde un TikTok et je veux le montrer à mes potes, mais je peux même pas le retrouver parce que je sais pas le nom du créateur. Je me suis abonné et tout, mais... Tu vois, alors que YouTube, quand t'es abonné à quelqu'un, tu regardes ses vidéos, tu crées une relation avec la personne, tu vois. Donc après, si tu crées un business derrière, etc., c'est beaucoup plus facile pour convertir derrière. Alors que Instagram, ça commence à devenir compliqué. Maintenant, les influenceurs, on les connaît. C'est plus devenu des... Voilà, avec toutes les délires qu'il y a maintenant avec les mecs de télé-réalité qui sont devenus des putains de panneaux d'affichage et tout. Tu vois, c'est plus compliqué de faire acheter les gens sur Instagram. Ouais, alors que YouTube, c'est toujours, pour moi, la plateforme sur laquelle en tout cas, tu as une meilleure relation avec ton audience. Moi, que je préfère. Après, c'est sûr que si toi, tu te sens forcé, c'est pas la peine, tu vois. Mais moi, en tout cas, upload des shorts, tu vois. Ouais, ou ça te coûte rien. Je pense qu'il faut que j'essaie de trouver le format qui me correspond le plus. Tu vois, moi, j'avais surtout essayé des vlogs. Mais te prends pas la tête, t'as déjà beaucoup de choses. Te prends pas la tête à rajouter. C'est mieux de focus. Et je te dis ça, le mec, il a 3 trucs. Donc, mais si j'ai un conseil à te donner, c'est focus sur un seul canal, une seule plateforme, un seul canal. Tu vois, et les petits réels, c'est bien parce que maintenant, l'avantage, beaucoup de gens se plaignent que YouTube, ça devient Instagram, qu'Instagram devient TikTok. Mais c'est tout bénéf pour les créateurs, parce que du coup, c'est le même format. Des vidéos courtes comme ça, partout, format téléphone. Tu les uploads partout, la même. Et voilà. Bah ouais, en vrai. Et au moins, t'es présent sur les 3 plateformes, tu vois. Ça te coûte pas plus de taf. Ouais, faudra que j'essaie, hein, en vrai. Merci pour le tips du coup, mais clairement ça peut être hyper utile maintenant que tu me le dis, mais ouais, je t'enverrai mon Pay.me après sur Discord. Quand je rigole. Allez faire des dons.
Non, pas de don. Non, mais... Achetez le template si vous voulez, mais pas de don voilà. ici. Je te remercie pour cet épisode qui était long, mais ultra intéressant, en vrai. Bonne continuation. Et puis, Merci à toi. Ciao.